Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Pierre Bouissard. Alors, on va recevoir notre ami. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur l'émission. Je vais peut-être proposer que tu te présentes d'emblée à nos auditeurs, comme ça ils ont une idée de qui est le personnage Pierre Bouissard. Et puis tu nous expliqueras en fait ta venue, donc pourquoi tu viens sur le plateau, pourquoi tu avais envie d'avoir cette interview. Donc je te laisse te présenter. Alors, me présenter, c'est vrai qu'en quelques lignes, c'est pas un exercice facile. Là, je te l'ai expliqué tout à l'heure, notamment par voie privée. Donc, à la base, si tu veux, je vais te répéter un petit peu ce que j'ai pu te dire. Je me suis présenté comme un logicien des sciences. Donc en 2015, ça va faire 10 ans, et c'est pas un hasard, hein. Eh bien, j'ai compris la logique universelle des sciences, qui est la coïncidence des contraires. Ça, j'en ai déjà parlé. Et donc ensuite, j'ai compris mon identité cosmologique entre 2015 et 2016. Et on va dire pour l'instant, pour laisser un suspense et pour faire découvrir la vérité progressivement à tes auditeurs, eh bien que mon identité, elle est intimement liée aux événements que nous vivons actuellement, qui en fait prophétisés notamment dans l'Apocalypse de Jean. D'accord. Alors, donc au départ, Pierre, tu as eu, donc en 2020, tu te présentes à Lille pour les élections. Oui, oui, en fait, bon, là de la même façon, je te l'ai déjà expliqué, mais bon, voilà, je vais, Ah, c'est pour nos auditeurs, hein. voilà, c'est le jeu, bien sûr. Eh bien, de la même façon, je vais reprendre un petit peu d'abord la chronologie. En octobre 2015, j'ai compris que ce qu'on appelle la théorie de la coïncidence des contraires était la logique universelle qui permettait donc de comprendre tous les secrets des sciences et de l'existence. Alors, je ne sais pas si je peux rappeler un petit peu Si, la justement. méthodologie de cette logique. Ça n'a rien à voir, je précise toujours, hein, parce que j'ai quelquefois comment dire, des lecteurs sur Internet qui lisent, sont trop pressés ou qui comprennent mal. Ça n'est pas du tout une doctrine qu'on appelle le relativisme. Ça n'a rien à voir, c'est tout le contraire. Bon, la coïncidence des contraires, à la base, c'est, comment dire, c'est la mise en relation de deux formules contraires et l'interprétation holiste de l'ensemble. Je ne sais pas si je suis clair là, je crois Alors, bah, pas. écoute, tu donnes un exemple concret, comme ça, c'est Je plus vais facile donner pour un les exemple auditeurs. concret. Hein. C'est par exemple le fameux doute cartésien. Hein, Mhm. quand Descartes il dit quand je- on peut douter de tout, hein, c'est dans je crois que c'est dans les fameuses méditations métaphysiques. Il dit on peut douter de tout. Il dit par exemple très souvent nos sens nous trompent. Hein. Il prend l'exemple comment dire, d'un bâton enfoncé dans une rivière. Il dit de loin on dirait que le bâton est courbé. Il dit aussi, d'ailleurs c'est très moderne, hein, il dit bah, on nous dit tout le temps que 2 plus 2 font 4, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai et si un malin génie nous trompait, hein. Et je te dis que c'est très moderne hein, parce qu'en effet, eh bien les mathématiques plus élaborées détruisent complètement l'idée que 2 plus 2 font 4. Hein. Il y a rien dans Avec la la nature. physique quantique, Oui, etc. mais On est même pas. Je veux dire je veux dire quand si je te demande si je te demande de manger une glace en 1 heure, bah, si t'aimes cette glace, c'est un régal. Mais si je t'en demande d'en manger 50 en 1 heure, eh bien là, tu peux peut-être même en mourir. Hein. Par exemple, en économie, on va retrouver cette notion, ce qu'on appelle la décroissance de l'utilité marginale. C'est-à-dire que plus je mange de glace, moins j'en mange. Hein. Bon, et donc là, Descartes, il dit ça, il dit en revanche, si on peut partir de l'idée que on peut douter de tout,
on ne peut pas douter que je doute de tout. Parce que si je doute encore que je doute de tout, ben je doute encore dans une régression infinie. Donc, ce qui implique le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Il y a d'ailleurs beaucoup de mauvaises interprétations de la pensée de Descartes. Ce qui veut simplement dire, c'est que la logique pure permet d'affirmer au moins une chose, c'est que j'existe. Et donc, tu vas retrouver ça dans une coïncidence des contraires. Quand je doute de tout, je ne doute pas de tout. Ben bien sûr, c'est des maths, en fait. Je dis souvent que le christianisme, c'est des maths, oui. Puisque forcément, quand tu dis je doute de tout, implicitement, tu affirmes que tu ne doutes pas que tu doutes de tout. Et donc, cette logique, eh bien, qui est à la base un paradoxe à la théorie qu'on appelle le principe de non-contradiction, en fait, il faut l'universaliser et tu vas retrouver le chemin de la vérité sur tous les secrets des sciences et de l'existence. Ah, donc, je peux donner plein d'exemples. Je peux donner, par exemple, quand je tolère tout, je ne tolère pas tout. Puisque si je dis je tolère tout, je vais aussi tolérer l'intolérance. Donc, imagine si je suis un roi et qu'on me demande est-ce que vous tolérez un parti nazi, ben, si je tolère le parti nazi, ça veut dire que je tolère aussi l'intolérance. Donc, ça n'est pas possible. Et tu peux faire, il y a déjà énormément de phrases qui sont transparentes, qui sont très connues. Quand chacun fait ce qui lui plaît, personne ne fait ce qui lui plaît. Ben voilà, oui. Bon, il n'y a pas besoin de développer. Hein, je peux donner, de toute façon, une infinité d'exemples, hein, une infinité de combinaisons. Pour rappel, quand j'ai compris ça, donc en octobre 2015, j'ai travaillé 4 ans, jour et nuit, hein, parce que c'est connu, je dors très, très, très peu, j'ai beaucoup d'énergie, pour enfin publier mon premier essai, ma première mouture, hein, qui est déjà très complète, hein, 90% des informations déjà importantes y sont, et pour ensuite me présenter, comme tu l'as dit, pour essayer de faire une liste plus exactement à la mairie de Lille. Et donc, pour te dire, excuse-moi, je suis peut-être un petit peu décousu, hein, mais... Alors, donc, le livre que tu as publié, c'est le livre ici, Je suis ici ailleurs, qui est là, en effet. Oui, mais je vais le montrer comme ça. Mais alors, ce qui est important, d'ailleurs, pour information, j'en ai encore, mais je ne les vends plus, hein, puisque Dieu m'a donné gratuitement, donc je donne gratuitement. Et donc, en effet, cette logique de la coïncidence des contraires, tu vas la retrouver tout simplement dans la Bible et dans le fameux livre de l'Apocalypse. Hein, tu lis « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, les premiers seront les derniers. » Et même dans le livre de l'Apocalypse, tu vas trouver la formule « Je suis celui qui était, qui est et qui vient. » Et cette théorie, elle permet notamment de toute façon, je te dis, elle va rejoindre des choses que les physiciens savent déjà pour certains, on va dire, parce qu'il y a différents niveaux. Par exemple, je te donne un exemple. À l'heure où je te parle, tous les événements de l'histoire ont lieu en même temps. Voilà, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, dans un monde que je vais qualifier de semi-parallèle, t'es en pleine Seconde Guerre mondiale, t'es en train de naître, t'es en train de mourir, tout se passe en même temps. Oui, j'ai entendu. Et donc, plus encore, donc le futur et le passé existent déjà, mais plus encore, le temps est un cycle. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que ton passé, c'est aussi ton avenir. C'est-à-dire que l'histoire humaine consiste de passer du point alpha au point oméga où tu as atteint un absolu. C'est ça. Et c'est comme quand tu gagnes la Coupe du Monde au football, la seule façon de continuer la vie éternelle, c'est de rejouer. Alors, donc c'est un peu comme la roue du taoïsme. Oui, j'ai souvent donné, par exemple, en métaphore explicative, la grande roue de Lille. C'est-à-dire, écoute-moi bien, imagine, je monte dans la roue de Lille. Moi, j'aime pas trop parce que j'aime bien avoir les pieds sur terre, tu vois. Bon, eh bien, si on demande au client que je suis, quand est-ce que la roue passe devant un immeuble X? Je vais dire que c'est toutes les minutes, c'est le temps que la roue met pour faire un tour. Un tour complet, oui. Par contre, si je demande à l'organisateur resté en bas, pouvez-vous me dire
quand est-ce qu'il y a une nacelle devant l'immeuble? Bah, l'organisateur va dire, bah, tout le temps, il y a tout le temps une nacelle. Bah, tu remplaces maintenant les nacelles par un grand nombre, une infinité, parce qu'on peut pas diviser le temps arbitrairement, d'ombre de toi-même, puis tu as compris la théorie du temps. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les événements de ta et même tes vies, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, ont lieu simultanément. Et à la fin... Est-ce qu'on peut vivre... Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait vivre chacun des vies d'une même personne ou pas? Oui. Alors, il faut ça, je vais t'expliquer, c'est ça le problème. Il faut quand même être très très rigoureux. Donc je finis là-dessus, je te dis qu'à la fin, il y a une fin du monde, oui, le point oméga, c'est on a atteint la perfection, hein, et le monde y recommence. Et tout ça, tu vas l'obtenir simplement par des coïncidences des contraires. Regarde, je vais te donner de l'exemple. Dans ta vie quotidienne, tu vas dire mon passé est derrière moi. Mais la coïncidence des contraires, elle va dire si mon passé est derrière moi, il est devant moi. Et elle va dire aussi le contraire de derrière et devant, c'est il se passe en ce moment. Et donc là, déjà, tu as tout compris à la théorie du temps. Alors donc, pour changer son futur, il faut changer son passé. Ah, c'est un peu plus... Attends. Ouais, bon, non, on va s'égarer. Allez, une chose à la fois. Si tu veux. Oui, donc si tu veux que... Je peux pas répondre à toutes les questions. De toute façon, après, tu sais très bien, puisque normalement, tu as compris mon identité cosmologique, que je vais avoir tout le temps pendant le millénium d'expliquer tous les secrets des sciences et tout le monde voudra écouter puisque forcément, mathématiquement, encore une fois, on est tous des individus différents, on procède tous de l'unité divine originaire et donc si tu as compris, si tu fais les deux liens entre les deux formules, il y a forcément un homme dans l'univers, dans l'histoire qui sait le plus de choses sur tout. C'est celui qu'on appelle le Christ. Et donc je le dis, je dis ça humblement parce que le Christ c'est d'abord c'est le serviteur de Dieu, donc le serviteur de l'humanité. Et quand tu as compris vraiment la théologie chrétienne ou la théologie tout court, hein, si tu veux, eh bien tu es beaucoup plus humble qu'une personne qui croit que ses qualités sont liées à son seul mérite. Non, on dit dans le christianisme, ce que Dieu t'a donné, tu dois lui rendre. Tu comprends? Et c'est toute la différence de logique entre une élite du bien. Moi, je vais dire toujours, Dieu m'a donné des qualités, c'est-à-dire que je dois me mettre au service des autres. Et une élite du mal, qui, elle, profite des qualités qu'elle possède, hein, parce que c'est ça, hein, papa, il a payé une grande école, etc., on a un cercle de relations. Donc, même si on n'est pas très doué à l'école, de toute façon, on aura des cours particuliers pendant l'été. T'as une mauvaise note en anglais, on t'envoie faire un stage aux États-Unis. Donc, finalement, ces gens-là, ils disent qu'ils ont du mérite, mais non, ils n'ont pas de mérite, ils sont tu comprends ce que je dis? Ils sont programmés à réussir à faire les grandes écoles, puis après, bah, ils manipulent le peuple tout en le méprisant. Ils ne sont pas dans le don, ils ne sont pas dans le don ils sont pas du tout au service du peuple, ils sont au service d'eux-mêmes, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que c'est des psychopathes. Voilà. Et donc la logique chrétienne, c'est tout l'inverse. Bon, moi, par définition, je suis une élite, je suis même l'élite. Hein. Je te le dis, hein, quelquefois, j'écoute des gens comme Elon Musk, comme Jacques Attali, comme Laurent Alexandre parler d'intelligence artificielle. Je me dis, mais ils sont tellement... Je les trouve, je te le dis, hein, j'ai pas peur, hein, stupides. Hein. Moi, quand j'écoute Elon Musk, je me dis, mais pourquoi les gens disent que c'est un génie? Pourquoi les gens disent qu'il est intelligent? Parce qu'ils répètent simplement ce qu'ils entendent dans les médias mainstream, parce que celui qui paye, il a le droit de passer. Mais si tu compares les analyses de Laurent Alexandre ou bien toutes ces personnes que j'ai citées avec celles de René Descartes ou de Platon, bah, ils arrivent même pas à la cheville de Descartes, quoi. Tu comprends? C'est-à-dire que Descartes, des auteurs comme Descartes avaient déjà compris qu'on ne pouvait pas dupliquer la conscience humaine, et donc encore moins la dépasser, puisque ta conscience, ça n'est pas un système neuronal. Il y a des éléments
de ta conscience qu'on appelle l'ipséité, c'est-à-dire ta conscience d'être toi-même, et ta conscience morale qui ne correspondent à aucune zone cérébrale. C'est ça, oui, tout à fait. Bon, la conscience collective que tu parlerais. Ah non, c'est pas encore la conscience collective, c'est ta conscience. D'accord. C'est-à-dire que notre conscience est au-delà de la tête. Elle est parfaite. On peut progresser. Ça s'appelle l'éducation et l'apprentissage. Mais on ne pourra jamais inventer par définition une machine qui dépasse l'œuvre de Dieu. Ben oui, et d'ailleurs, pour te montrer à quel point je me lâche, mais à quel point ils sont débiles, il y a un moment, Laurent Alexandre dit dans 10, quelquefois il dit dans 5 ans, ChatGPT réfléchira, par exemple, je prends un exemple de phrase dans l'esprit, hein, et elle réfléchira 1 milliard de fois plus vite que moi, elle saura opérer plus vite que moi. Donc il est en train de nous expliquer que lui, il est obsolescent, quoi. Bah oui, c'est ça la logique, c'est-à-dire, le transhumanisme, c'est ça, c'est dire, finalement, l'homme, il est pas performant, il réfléchit pas assez vite, on le jette à la poubelle. C'est ça. Exactement. Alors qu'en plus, d'un point de vue éthique, c'est complètement, c'est débile à tous les niveaux. D'un point de vue éthique, hein, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Quand il dit je suis chirurgien, puis dans 5 ans, chaque GPT sera opéré et diagnostiqué 10 fois plus vite. Sans moi. Donc, on a envie de dire, tu veux tuer les sans-dents, mais c'est toi déjà. Demain, c'est toi le sans-dents. Alors, tire-en les conséquences, quoi. Ça n'a pas de sens. Hein, on se croit comme dans le film Terminator où la machine, elle finit par dire à l'enfant, eh bien, donc c'est moi je dois disparaître. Hein. Et puis, troisième chose, c'est là qui est complètement fou. Et même un enfant, je veux dire, à peu près logique, comprendrait. C'est que les deux grands éléments de ta personnalité qu'on appelle l'ipséité, c'est le sentiment intime d'être toi-même, le jeu que tu possèdes depuis que tu as environ 3 ans, eh bien, n'est pas neuronal. Hein, c'est-à-dire que la conscience, elle est bien faite, c'est-à-dire que le jeu n'est pas lié au système neuronal. Il est ici et ailleurs, il est dans l'espace-temps, ce qui rend impossible, par exemple, pour un neurologue qui aurait compris le système neuronal, de justement te faire changer de toi. Tu peux remarquer, depuis que tu as 3 ans, tu as vécu des expériences, tu as rencontré des gens, tu as lu, mais tu es toujours la même. Tu comprends? Alors, donc c'est là la différence. Quand je dis toujours la même, tu n'as pas toujours le même mot « je ». Tu dis « je ». Oui, tout à fait. Et pareil, au niveau de ta conscience morale, il y a aucune zone cérébrale qui s'est spécialisée dans la reconnaissance du bien et du mal. Et je t'ai aussi parlé, peut-être, je ne sais pas si tu as lu des expériences de Benjamin Libet, un neurologue américain. Il démontre dès les années 80 que la conscience, elle est capable de voyager, de se transférer dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps neuro. Mais est-ce qu'on ne dit quand même pas, excuse-moi, Pierre, est-ce qu'on ne dit quand même pas que les psychopathes n'ont pas une partie du lobe frontal ou je ne sais pas quoi et qui leur rend pas d'empathie? Oui, ça, si tu veux, c'est leur, si tu veux, c'est leur, là c'est encore une autre question, c'est leur destin. C'est ça qui est un petit peu, quelquefois les gens qui n'ont pas compris. Ah, c'est d'entrer dans un corps, dans un corps qui est abîmé. Ah, ils sont pas, je vais t'expliquer. C'est peut-être encore, c'est un peu un autre sujet. Là, on était un peu parti sur l'intelligence artificielle, hein. Mais si tu veux que pour comprendre d'ensemble. Je suis désolée, hein, c'est. Oui, non, mais je dis, il faut que ça soit une discussion libre, hein. D'ailleurs, moi, j'aime pas quand c'est préparé, hein. J'aime bien l'improvisation, mais il faut quand même garder surtout un cadre pour ceux qui écoutent. Oui, tout à fait. Bon, si tu veux, le christianisme, bon, attends, je cherche bien les mots pour être bien clair. Il n'y a pas de victoire du bien sans existence du mal. Donc, quelquefois, tu ne trouveras dans la Bible aucune référence, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, au libre arbitre. Le libre arbitre est une liberté, je cite Benjamin Libet, de dire non. Alors, je vais te donner un exemple. Quand tu vas faire un mouvement, par exemple là je bouge la main, si on étudiait par exemple ton cerveau, ton activité cérébrale,
0,8 secondes avant l'acte, on peut détecter dans ton cerveau quel mouvement tu vas faire. Mais seulement quand tu en as conscience, eh bien, tu peux dire non au cerveau et à ce moment-là, l'acte s'annule. Donc c'est ce que Benjamin Libé appelle, il dit le libre arbitre est beaucoup plus cantonné qu'on le pense. Il dit c'est simplement une liberté de dire non à des actes qui ont été prévus. Mais seulement puisque tu parles de la physique quantique, et tout est lié, hein, parce que tout, hein, la physique quantique n'est pas de la physique, c'est simplement, comment dire, c'est la conscience humaine qui a été étudiée par les physiciens, parce que le monde physique est de la pensée, en fait. Hein. Et tu vois, je peux pas tout t'expliquer en une demi-heure. Non, mais là, j'ai déjà fait des connexions. Si tu veux, oui. Où j'en étais, excuse-moi, j'ai perdu le... Non, on parlait, je te disais, du lobe frontal. Oui, alors voilà. Donc, si tu veux, on peut pas avoir de victoire du bien sans l'existence du mal. Et donc, Emmanuel Macron ou l'ensemble de ses complices, qu'on va appeler les satanistes, les Illuminati, les forces du mal, ils sont dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a besoin du mal pour que le bien l'emporte. Et ça, c'est une logique dialectique que tu trouves déjà chez, par exemple, Héraclite, hein, qui est quand même un auteur très très connu. Hein. Il disait, si je n'avais jamais été malade, je ne saurais pas ce qu'est être en bonne santé. Exactement. Donc si le bien, imagine un Dieu qui crée le monde. Alors c'est encore un peu plus complexe, hein, puisqu'il n'y a pas de création du monde. Hein, le monde est éternel, hein, tu dois le comprendre. Où il dit tout de suite, vous êtes dans un paradis. C'est comme si tu voulais créer une musique avec une seule note. Impossible. C'est-à-dire, si tu n'as jamais connu le froid, tu ne peux pas savoir ce que c'est la chaleur. Si tu n'as jamais connu le mal, tu ne peux jamais savoir ce qu'est le bien. Et donc, la période que nous vivons, qui est très intense en matière de criminalité, hein, c'est la période antéchristite ou sataniste, elle préfigure le royaume de Dieu ou le millénium, où le bien, le vrai, la morale gagne son combat. Et donc, il y a plein d'auteurs. Le plus célèbre philosophe qui a traité de ce sujet sur l'angle idéaliste, c'est bien sûr Friedrich Hegel. Hein. Je pense que tu connais. Hein. Oui, je vais avoir une suite. Donc, il explique simplement le sens de l'histoire en disant c'est une dialectique. Et voilà. Et donc, au bout des 6000 années, qu'on appelle le système 666, il s'effondre. Et on arrive au 777, le millénium. Tout le monde ne rentre pas. Hein, c'est-à-dire forcément, alors la Bible, attention, elle va parler quelquefois du chiffre du quart, du chiffre d'un tiers. Il faut retenir que tous les gens qui ont vendu leurs âmes au diable ne rentrent pas dans le millénium. Voilà. Mais, souviens-toi ce que je disais déjà à l'époque, tous les gens qui ont fait le mal auront déjà leur récompense. C'est-à-dire qu'ils ont fait le mal, ils se sont bien servis, mais au bout des 6000 premières années, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que Dieu, il va rendre la justice. Et donc... Mais systématiquement, alors, donc on peut dire que systématiquement, à chaque millénium, enfin comme tu dis, à chaque fois qu'on aboutit au cycle de 666, on va avoir un jugement. Ah oui! C'est plus que ce que je voulais te dire tout à l'heure. C'est pour ça que tu sais, en peu de temps, j'ai du mal à être comment dire très facilement audible. C'est pas que je parle de tout ça, mais tout à l'heure, quand je voulais te parler du libre arbitre, le libre arbitre, tu sais, il y a eu des débats très importants en philosophie. Je sais pas si tu te souviens, par exemple, du grand Leibniz, hein, qui avait parlé du paradoxe de Judas. Hein, c'est très célèbre. Hein. Il disait comment on peut concilier la responsabilité individuelle, le libre arbitre, avec l'idée que Judas doit pécher. Parce que s'il pêche pas, bien sûr, la prédiction du Christ, oui, c'est plus la même histoire. Je porte pas ça autour de cou, quoi. Souviens-toi, il y avait un sketch, parce que tu vois, on peut s'inspirer de plein de choses, qui disait de Coluche, hein, Coluche, qui est quand même très très connu, hein, c'est un humoriste très populaire, surtout en France, mais aussi à l'étranger. Il disait, t'imagines si le Christ avait été noyé, tu nous imagines avec un bocal, hein, ah bon, eh bien, Leibniz, et comme d'autres auteurs, tout le monde a été embarrassé avec cette histoire de libre arbitre. Hein.
eh bien, il va dire là, le fait qu'il était écrit que Judas pêche ne le lave pas de son imperfection. Il prend la métaphore d'une roue dentée. Il dit c'est pas parce que un horloger occupe une roue, utilise une roue dentée qu'elle n'est rien de mieux qu'une roue dentée. Donc, si tu regardes, c'est pour ça que je voulais en parler de physique quantique, si tu reprends ce que je te disais tout à l'heure, tu as une liberté de dire non, mais n'oublie pas que dans les expériences des fentes de Jung, eh bien, tu te rends compte qu'en fait, la physique quantique, c'est pas du tout une physique indéterminisme. On va plutôt parler de hasard ordonné, d'indéterminisme dans le déterminisme. Donc, quand tu commences à envoyer des électrons sur l'écran de détection, on ne peut pas savoir où un électron particulier va se retrouver. En revanche, au fur et à mesure que s'accumulent les impacts, les franges d'interférence, tu vas les retrouver. Et donc, ce qui fait que l'histoire, elle est complètement canalisée. Et je vais te dire même plus, il y a aussi la notion physique quantique, puisque ça t'intéresse, de contrafactualité. C'est-à-dire, la contrafactualité, c'était un événement qui devait se passer, écoute-moi bien, et qui ne s'est pas passé, aura quand même une influence sur le système. Donc, pour simplifier, parce que tout dépend aussi quelquefois du niveau en sciences des auditeurs, c'est comme si tu montais dans un paquebot au Havre, tu vas à New York, tu peux dire, je suis libre, regardez, je me déplace dans toutes les pièces, je fais ce que je veux. Là, on m'a proposé un verre de champagne, sinon j'ai préféré boire un whisky. Mais la vérité, c'est que tu vas à New York. Alors, bien sûr, c'est une métaphore qu'on ne dise pas, oui, mais c'est le bateau. Non, mais en fait, pour les auditeurs, moi, je dis souvent qu'en fait, on est avec un contrat, on a un point A, un point B à découvrir. Donc, on est au point A et on doit aller au point B. Mais tout ce qui est entre-temps, c'est nous qui décidons, entre guillemets, de par quel chemin on va aller. Le paradoxe, c'est que bien sûr, tu vas retrouver ça tout ce que je te dis, ça se démontre mathématiquement et aussi par la logique universelle des sciences, la connaissance des contraires. Le paradoxe, c'est que les gens comme moi, comme Emmanuel Macron, comme les hommes qui sont importants dans l'histoire, que ça soit dans le bien ou dans le mal, ils ont aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils ont moins de liberté que tous les autres. Parce qu'une personne dont le destin prévu par Dieu, n'oublie pas, qui n'a pas un grand rôle dans l'histoire, à la rigueur, je veux dire que tu hésites entre une paire de baskets ou de telle ou telle marque, ça n'a pas un grand impact. Par contre, je te l'expliquer, la Deuxième Guerre mondiale, dans un monde semi-parallèle, elle existe. Hitler, il attaque l'URSS le 22 juin 1941. Voilà. Et donc, Emmanuel Macron, de la même façon, qui est la figure de l'antéchrist, parce que le Christ est français, c'est ça, parce que l'antéchrist, c'est un système, ça représente un système avant de représenter une personne physique. Attention, il est responsable, il est coupable, il sait qu'il fait le mal, mais c'est pour répondre à ta question d'origine, mais c'est une psychopathie nécessaire au plan de Dieu. Tu comprends? C'est pour ça que même son prénom, il n'a pas été choisi par hasard. Même son nom, tu prends l'étymologie de son nom, tu découvres exactement, regarde, je sais pas si tu as déjà enquêté là-dessus, Macron, ça... La gématrie. Comment? C'est avec la gématrie que tu parles de ça. Tous nos noms, surtout le nom des gens connus, n'oublie pas que c'est le grand programmateur qui est Dieu. C'est ça, c'est un programme. Tout est un destin, ta naissance. Moi, je suis né, par exemple, en 84. Tu vois, je n'aurais pas pu naître en 85. C'est bon. Mon prénom, je m'appelle Pierre, comme la pierre angulaire. Et Emmanuel Macron, il s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel, n'oublie pas que ça renvoie aussi à une figure, à l'un des surnoms de Dieu, puisque Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et la figure de l'antéchrist, c'est celui qui se prend pour Dieu, mais qui en est l'antithèse. Donc, Ok, donc pour toi, l'antéchrist serait Emmanuel Macron et l'antéchrist, bien sûr, bien sûr. Enfin, si tu veux, il faut bien, c'est pas distinguer, c'est deux analyses complémentaires. On parle de système antéchristique
et aussi d'antéchrist personne physique. Mais en fait, Emmanuel Macron, c'est aussi la vitrine de tout du système antéchristique en France. Celui qui a révélé le système de l'antéchrist. C'est celui qui révèle le système de l'antéchrist. Lui, si tu veux. Bon, la France, elle a un rôle très particulier dans l'histoire, dans cette histoire. Alors, première chose, par exemple, quand tu écoutes Klaus Schwab, il disait, il paraphrasait un petit peu Hitler, d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein. Hitler a dit à peu près le même genre de choses. Il disait, Klaus Schwab, il a dit, il faut se méfier de la France à cause de sa tradition de liberté. Et je sais pas si tu t'es déjà lu un petit peu ce que disait Adolf Hitler. Il appelait la France l'ennemi mortel, hein. La France, c'est quand même le pays, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la patrie des droits de l'homme. Donc Klaus Schwab avait prévu, c'est pour ça que j'explique toujours aux gens, Emmanuel Macron, oui, c'est un néo-nazi, il a déjà fait même référence à Mao Zedong, qui a 80 millions de morts sur la conscience, mais il est pragmatique, c'est-à-dire qu'il doit il est un peu comme un gouverneur nommé dans un territoire qui doit s'adapter à la psychologie du territoire. On ne gouverne pas les Français comme on gouverne les Chinois. T'as déjà entendu Klaus Schwab qui disait on veut garder des peuples qui, eux, savent obéir. Le Français, il est rebelle, hein. Tu vas pas Donc, Emmanuel Macron s'adapte, mais s'il était en Corée du Nord, il se conduirait exactement comme un dirigeant nord-coréen. C'est, comme tu le dis, un psychopathe notoire, hein. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui a un petit peu de ce qu'on appelle, bien employer le mot empathie, hein, ou tout simplement psychologie, hein, eh bien, il le voit d'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait j'ai pas besoin de me référer, par exemple, il y avait des psychiatres qui ont écrit qui ont témoigné, notamment un psychiatre italien, mais François Hollande, il est connu, je vais te dire, il était connu comme il avait déjà un sens de l'humour très fin, mais qu'on pouvait encore qualifier de taquin. Tandis que là, donc on savait qu'il allait rien se passer en France, hein. D'ailleurs, bon, tout de suite. Il était mou. Rien du tout. Mais là, on a vraiment, quand tu regardes le regard d'Emmanuel Macron en 2017, tu vois, il y a de la folie. Tu vois, tu vois dans ses discours, il n'y a aucune, et on dit souvent, rappelle-toi que les yeux sont le miroir de l'âme, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne trompe pas, hein. Quand tu as des yeux lumineux, hein, ça veut dire quelque chose, la façon dont tu regardes les gens, si tes yeux brillent. Là, on dirait un regard, on dirait qu'il n'y a rien. Comme je te dis, un cheval, un requin blanc, quoi. Hein, une machine. Hein. Et donc, Emmanuel Macron, oui, est l'antéchrist. Je te dis qu'il est l'antéchrist. Alors, oublie pas que le mot hanté, il y a aussi un débat à l'époque, il y a beaucoup d'auteurs qui ont réfléchi là-dessus. Qu'est-ce que veut dire hanté? Et il y avait d'autres propositions, c'est hanté et antichrist. C'est-à-dire hanté, qui précède le règne du Christ. Et anti, c'est contre tout ce que pense le Christ. Et j'ai déjà dit à des amis, j'aurais dit, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron, vous m'écoutez et vous inversez complètement. C'est d'ailleurs qu'il est... Bon, on est un peu les Janus, les deux énergies, je n'aime pas trop employer le mot énergie mais les deux âmes opposées, tout simplement. Moi, je suis bien placé pour connaître ma vie, ma mentalité, ma morale, et je peux te dire que par définition, je connais sa morale, et en plus, tous les faits confirment forcément ce que je dis, quoi. Voilà. Et donc, les Français vont en apprendre beaucoup. Par exemple, sur les incendies qui ont été l'incendie qui a été perpétré à Notre-Dame. Mais donc également, mais tu peux, il n'y a pas que Notre-Dame, il y a la cathédrale de Rouen, il y a la cathédrale de tout à fait. Il n'y a aucune personne qui a un minimum les pieds sur terre, tu peux demander à un assureur statisticien, qui peut croire que c'est pas le fruit d'une organisation. Tu comprends? C'est-à-dire, ça peut, soit c'est un accident, ou soit c'est un ensemble de pyromanes qui n'ont aucun lien entre eux, mais statistiquement, je pense que, je sais pas si tu as déjà fait des statistiques à l'université,
Demande à n'importe quel un statisticien, il pourrait te dire oui, vous avez autant de chances pour que ça soit des accidents, de la pyromanie non organisée, que si vous preniez un avion, vous aviez pris le nom d'une personne dans un annuaire, puis quand vous sautez au sol, la première personne sur laquelle vous tombez, c'est elle, quoi. Non, ça n'a, bah non. Et donc, Emmanuel Macron, moi, je n'ai pas peur d'accuser, hein, t'inquiète pas, parce que on a les preuves, hein, encore une fois, eh bien, s'amuse à brûler les édifices chrétiens pour ajouter, pour les refaire, hein, avec la planche à billets, c'est facile, c'est pas lui qui paye, hein, pour les refaire avec une myriade d'œillades satanistes, hein, ou satanistes ou francs-maçons, hein, bah, pareil. Global, pas exactement. À peu de choses près. Non, mais à peu de choses près. Bon, voilà, je veux dire, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des notions vraiment contradictoires par rapport. Oui. Si tu veux, c'est pas exactement la même chose parce que d'abord la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui évolue. Je prends un exemple, Jean Moulin était franc-maçon. Hein. Jean Moulin, c'est l'une de mes idoles de jeunesse. Hein. Quand j'étais petit, j'avais un portefeuille à 6 ans et demi. Quand je lisais, parce que j'ai lu très très tôt, hein, ben j'avais une photo de Jean Moulin en marque-page. Hein, et même un poster, oui, c'était je le cite souvent parce que tellement c'était une idole qui m'a marqué. Il était franc-maçon. Et si tu veux, aujourd'hui, faut savoir qu'il y a des degrés dans cette organisation, hein, on dit toujours les francs-maçons disent qu'il y a 33 degrés de hiérarchie, mais avec les Illuminati, en fait, tu as 36 degrés de hiérarchie. Hein. Et donc, tu as déjà des francs-maçons qui m'ont appelé de bonne foi, qui m'ont dit, vous êtes dur avec la franc-maçonnerie. C'est surtout des loges qui ont pris le dessus sur toutes les autres. Exactement, tout à fait. De même, moi, je connais, je vais te dire, des francs-maçons, ils s'en cachent pas, et ils vont dire, bon, c'est peut-être pas forcément toujours parfait comme comportement, mais ils vont dire, bon, bah, nous, on est chef d'entreprise, c'est plus facile dans les affaires, ça crée un réseau. Bon, comme tu pourrais faire finalement sur LinkedIn ou sur Facebook. C'est vrai même au niveau, quand on parle à la base d'économie de marché de libre concurrence, déjà là, c'est un petit peu malhonnête, c'est vrai. Hein. Parce que, voilà, regarde, moi, j'ai un ami, hein, bah, il dit, oh, bah oui, je suis rentré, on m'a dit rien que pour trouver un stage d'étudiant, c'est plus facile. C'est ça. Mais il est tout en bas, il sait rien du tout de ce qui se passe en haut. Non, bah non. Et ça a toujours été comme ça. Parce que regarde, tu prends l'Allemagne nazie, aujourd'hui on a beaucoup de recul sur ce qui s'est passé à Auschwitz, mais est-ce que tu crois que, c'est une question oratoire, que le brave soldat de la Wehrmacht… Non, il n'était pas au courant de ce qui se passait à des degrés différents. Regarde, je vais te dire, moi je suis dans une maison ici, c'est ma maison de famille, eh bien, à l'étage, il y a des soldats allemands qui ont vécu là. Il y avait des maisons, c'était une grande maison, c'est une maison qui a été réquisitionnée. Hein. Eh bien, quand je te dis le brave soldat de la Wehrmacht, mais toi, qu'est-ce que je veux dire? Tu as eu 12 millions de soldats allemands qui ont été mobilisés, ils n'avaient pas le choix, hein, lors de la Deuxième Guerre mondiale. T'en as qui d'abord, voilà, ils étaient conscrits, qui aimaient pas forcément le nazisme ou Hitler, et qui savaient pas du tout ce qui se passait à Auschwitz. C'est logique. Même dans les rangs, je vais te donner un exemple, t'as Raymond Aron qui était à Londres à l'époque, qui était quand même très 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 renseigné. Il a dit, bien sûr, comme les Alliés avaient fait des enquêtes, on savait que c'était pas ce qui se passait, c'était pas très sain pour les Juifs. Mais quand j'ai appris les chiffres, hein, dans 45, 46, un peu de chose près, hein, il disait, moi-même, j'ai pas voulu y croire. Je me suis dit, non, c'est de la propagande soviétique. Il a dit, comme pour me protéger. Hein. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes la pyramide du totalitarisme nazi, eh bien, le soldat, quand je dis brave soldat, il sait pas ce que c'est le sous-officier. Le sous-officier sait pas ce que c'est l'officier. Puis ça remonte. Puis les officiers, quelquefois, mentent aux sous-officiers parce qu'on fait beaucoup plus, on va faire les choses beaucoup plus facilement si on a bonne conscience de le faire. Exactement. Hein, je me souviens, tu vois, moi je lisais quand j'étais petit, c'était Pierre Miquel, hein, c'était mon historien de jeunesse. Et puis il disait, par exemple, l'Allemagne nazie, c'est un régime qui était basé sur le mensonge.
il disait, par exemple, on a fait marcher les prisonniers de guerre français en leur disant qu'ils iront quelques jours en Allemagne pour s'enregistrer, par exemple, et qu'après ils rentreraient en France. Et puis il explique, puis dès qu'on a passé la frontière, les choses avaient changé. Oui. Déjà, il y avait plus de coups, plus d'invectives. Hein. Et il disait ce régime mentait parce que, et y compris aux officiers subalternes. Et tu vois, alors c'est un petit peu plus complexe quand même que ça, hein, parce que je vais te dire, surtout à la fin, Hitler, il est sur son île, il est complètement déconnecté de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on veut plus lui dire les choses, parce qu'on a peur de ses réactions, il est proche de la folie à la fin. Bon, mais si tu veux, ça marche comme ça, un système pyramidal. Ce qui fait que dans la franc-maçonnerie, c'est pareil, il faut pas faire d'amalgame. Il y a 160 000 ou 180 000, peu importe, paraît-il, hein, je dis franc-maçon. Tu vas retrouver des personnalités dans tous les bords politiques, des avocats, des huissiers, des juges dans toutes les cours, d'accord? Mais t'as des francs-maçons qui sont en bas de la hiérarchie, ils savent pas du tout ce qui se passe. Hein, tu comprends? Et ils se sont fait empoisonner. Voilà, ils se sont fait empoisonner. Non, mais comme tu dis, hein, il n'y a pas d'amalgame à faire. Je veux dire, il faut prendre. Voilà, c'est ça le danger. Exactement. C'est ça que je te dis. Quand tu dis satanisme, bon là, il n'y a pas d'ambiguïté. Que Satan, ça renvoie au mal. Quand tu dis, c'est pour ça que ou Illuminati, hein, qu'on aborde ça à l'échelle internationale. Mais quand tu dis franc-maçon, faut quand même donner une nuance, parce que tu as des gens qui sont dans la franc-maçonnerie qui sont de bonne foi. Exactement, hein. Moi qui étais témoin de Jéhovah. Je te dis mon expérience de terrain. De terrain, écoute, quand tu parlais de cette campagne à Lille, j'avais pas fait 5 jours de campagne. Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, puis les formules sont claires. Hein. Vous ne pouvez rien faire sans nous. Rejoignez-nous. Il y a un moment, il y en a un, il me dit, ils sont discrets, ils vont pas sortir leur carte franc-maçon, ils vont dire, tu vois, Flagorner, ils font brillant comme vous êtes. Vous allez quand même pas défendre le peuple, ils font comme ça. Mais ça, c'est déjà la haute hiérarchie qui déteste le peuple, etc. D'où ce projet de dictature peut-être sanitaire. Mais je connais, moi, j'ai un ami, je lui ai déjà dit, t'as autre chose à faire que de la boîte, qui m'a dit, oh, j'ai intégré la franc-maçonnerie. Et quand je te dis que je te répète cette phrase, vous ne pouvez rien faire sans nous, mets-toi à la place d'un homme politique, c'est pas pour les défendre, il veut faire carrière pour changer les choses. Exactement, au départ, c'est de bonne conscience. Oui. Il se dit, de toute façon, soit j'intègre le système, soit, et donc là, j'ai peut-être une chance de changer les choses si j'arrive au pouvoir, ou soit j'intègre pas le système, et là, je sais que j'ai aucune chance. Voilà, et donc, j'ai souvent comparé ça au milieu c'est la même chose, c'est la notion de système, au milieu du cyclisme. Tu te rends compte que souviens-toi à l'époque, hein, toi, tu es belge, mais que quand même, tu suis quand même beaucoup ce qui se passe en France aussi. Oui, tout à fait. Bon, par exemple, Richard Virand, je sais pas si tu connais Oui. Tu connais, oui. Non, mais bon, ça peut paraître des questions bêtes, mais bon, moi, si tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, à l'époque, quand on est tombé sur Festina dans l'affaire de dopage, il disait des choses, il disait, j'ai pas envie de payer pour tout le monde. Parce que le dopage dans le Tour de France a été généralisé. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de 91 arrive l'EPO, et t'as des témoignages de coureurs, ils se narguent entre eux. Hein, tu lis, par exemple, moi j'ai lu un livre de Greg LeMond, qui est un champion américain très connu, il a dit, en 91, je pensais gagner le Tour très facilement, j'ai jamais été aussi en forme. Et il va dire, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à la Belgique, puisqu'il s'entraînait le long du canal Albert, derrière une moto par vent, il dit, j'ai jamais été aussi en forme. Et il écrit, je l'ai dit à ma femme, je vais écraser le Tour. Puis arrivé là, on fait le Tour, on n'arrive pas à suivre. Et puis, tu as des gens dans le Tour qui disent, vous n'arrivez pas à suivre, faites comme nous. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il écrit, il disait, notre directeur sportif, il fait que nous dire, perdez du poids. Il dit, dans rien de temps, on n'a plus c'est quoi la formule de peau sur les os, mais on n'arrive plus à suivre. Donc, c'est un système, rappelle-toi pourquoi je te cite Richard Virenque, parce que Richard Virenque,
C'est un coureur de talent. Et quand il a voulu intégrer le système professionnel, on lui a dit la formule, faut que tu te soignes mieux. Sinon, c'est pas la peine. Enfin oui. Bon, bah le système politique, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois dans et en dehors du système. J'ai jamais été élu. Pourquoi? Parce que des gens comme moi ne peuvent pas être élus par le suffrage universel parce que je suis honnête. C'est ça. Donc ça se voit. Il y a déjà un Lillois un jour, il m'a dit, c'était marrant ce qu'il me disait. Hein. Il me disait, ah bah moi je voterai bien pour vous, monsieur, hein, mais vous n'y arriverez pas, vous n'avez aucune chance. C'est ça. Alors je lui réponds, je lui dis bah pourquoi j'aime mon pays, j'aime ma ville, c'est quand même l'essentiel. Il fait mais oui, mais regardez-vous, vous êtes honnête, vous dites ce que vous pensez, c'est impossible dans ce milieu. Enfin, il fait comme ça. D'accord, bah oui. Bien, oui. Quand moi j'étais jeune, j'étais militant à la base chez LR. Hein, bon, bah tu parles à des gens, même des gens même qui n'ont pas été élus, des candidats, ils vont dire en off, de toute façon, sans faire de démagogie, c'est impossible d'être élu. Mais à partir du moment où tu fais de la démagogie, bah t'es déjà dans la manipulation. Ouais. Et quand tu manipules quelqu'un, tu ne l'aimes pas. C'est ça qui est important. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Ah, voilà. C'est même, c'est-à-dire que tu n'es pas sincère, donc tu ne peux pas dire, tu ne peux pas commencer ton parcours en ayant menti, puis arriver au pouvoir, bah tu vas continuer à mentir parce que et c'est ça, il y a un système de sélection. Tu ne peux pas être honnête et faire de la politique dans le contexte depuis des années et des années. Donc forcément, tous les gens qui sont honnêtes, qui mettent, moi je suis quelqu'un de entre guillemets brut de décoffrage. Hein, quand je dis aux gens qui me saoulent, ils me saoulent. Hein. Je vais pas les serrer des mains en disant que vous êtes le plus beau, vous êtes le plus gentil. Ou bien, j'ai toujours été comme ça. Si tu regardes la Bible, hein, bah voilà, c'est que le dans la Bible, c'était de renverser les tables. Tu lis mes textes, il y a des coups, tu sais. Mais au moins, je suis quelqu'un, la pierre anglaise, je suis quelqu'un de fiable. C'est-à-dire que quand je donne un compliment à quelqu'un, c'est du vrai. Eh bien, et en amitié, c'est comme ça. En amitié, voilà. Il y a une célèbre phrase, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Exactement. Donc moi, quand je dis à quelqu'un c'est bien, bah, il sait que c'est bien. Ouais. Puis quand c'est mal, c'est mal. Ouais. Et tu peux regarder les évangiles, notamment de Saint Luc, combien de fois je dis aux apôtres, aux autres, vous êtes des gens sans intelligence, hein, où je vis, tu perds. Hein, il y a la fameuse scène des marchands du temple. Exactement. Eh bien, où je vais, on va employer un mot familier, où je vais virer les marchands à partir à coups de pied, hein, parce que on fait du commerce dans un lieu de culte, c'est-à-dire que il y a pas de trêve, et ça met forcément insupportable, hein. Voilà. Et donc c'est ça aussi que les gens ont confondu. Aujourd'hui, quand on parle de problèmes, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, c'est pas un problème de finances publiques, puisque de toute façon, c'est un système de Ponzi. On est condamné à être endetté. C'est un problème de morale et de déficit d'amour. On y revient. C'est-à-dire qu'on a confondu le fait d'aimer, par exemple, un bon père de famille, s'il aime ses enfants, eh bien, on revient à ce sujet. C'est un censeur. C'est pas une dictature militaire. Non. Exactement. Il va leur expliquer, il va leur donner des conseils. Il y a des moments, s'il doit sévir, il sévit parce que c'est dans leur intérêt. Puis en revanche, sur des choix qui ne concernent qu'eux, il va les laisser se décider. Par exemple, s'il dit, pour les rendre autonomes. Voilà, mais même il y a un enfant de 7 ans, il n'a pas le discernement d'un adulte, c'est tout. C'est comme ça. Et donc l'amour d'un bon père, c'est tu peux décider jusqu'à où tu as de le faire. Oui. Et donc par exemple, si le bon père il dit à son enfant, bien choisis-toi un paquet de bonbons, bah s'il préfère les fraises Sagada que je sais pas que les crocodiles, bah le père il va dire c'est pas moi qui le mange, prends ce que tu veux, ça c'est ton choix. Mais en revanche, s'il rentre en disant oh bah papa, j'ai décidé de pas apprendre à lire et à écrire, ça sert à rien. Bah non, le bon père il dit non, tu travailleras mon fils, parce que et tu me remercieras plus tard. Hein, souviens-toi. Et là, le monde politique qu'on a créé, c'est l'inverse. C'est un monde où
tu sers où tu as créé des psychopathes parce que ça sélectionne des psychopathes. Moi, je ne peux pas mentir aux gens, je ne peux pas. Il y a des coups, j'aime bien faire des blagues, mais quelquefois, bah après, quand tu fais une blague à un ami, tu lui dis, oh bah tiens, c'était une blague, hein, tu sais. Mais là, non, c'est des gens, oh, vous êtes le plus beau, vous êtes le plus gentil, je vous serre la main, tiens. Puis derrière, ils nous croient, ces sans-dents. Hein. C'est ça, hein. Hein, je peux dire, ils ont des techniques, c'est. Hein. Je vais te donner un exemple. J'étais allé à une réunion, c'était encore en 2021, bon, peu importe, hein, il n'y a pas si longtemps, 3 ans, à une réunion LR organisée à Bruay ou Béthune. Hein, moi, je suis originaire également du Pas-de-Calais. Et la personne qui était là, c'est un cadre du parti LR. Hein. Eh bien, on avait observé avec un ami, il y a une militante qui lui pose une question, mais vraiment saugrenue. Hein. On ne sait pas où aller chercher ça. Elle parlait d'un article de la Constitution qui permettait d'invalider l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai fait du droit constitutionnel en tant que juge. Il n'y a jamais eu un article comme cela. Hein. Jamais. Ah, si tu veux quelqu'un comme moi, bah, tout en essayant quelquefois de me pondérer, j'aurais dit à la dame, écoutez, madame, je comprends pas ce que vous dites. Il n'y a jamais un article de la Constitution évoque ce que vous dites. À la rigueur, relisez-la ce soir chez vous, mais il y a un problème. Bah, lui, c'est ça qui hein. Il va dire, oui, cette question, elle est intéressante, j'y reviendrai après. Et même, il a dit à la fin. Il n'a pas osé se positionner. Non, c'est plus pour te montrer comment ils sont forts. Hein. Et il n'y est jamais revenu. À la fin, il a oublié. Tu comprends? C'est-à-dire, bah, dans sa tête, il dit c'est une question débile, quoi. Mais on va quand même pas se fâcher avec la militante. C'est ça. Donc on lui dit c'est une question intéressante, je vais revenir à la fin. Et puis à la fin, on oublie. Il lui fait croire qu'il a entendu, qu'il a écouté. Voilà, non, mais c'est-à-dire que on n'a plus des gens, ça fait longtemps, mais plus des gens sincères, on peut plus avoir des patriotes. On a des techniciens du mensonge. Je donne l'exemple, un exemple que j'ai déjà donné dans mes écrits. Bah, c'est la fameuse formule, le moratoire sur l'évolution de la loi. C'est-à-dire, imagine, tu es dans une salle, tu as des chasseurs et des écologistes. Leurs intérêts, leurs visions sont divergentes, sont même antagonistes. Bah, le problème, c'est que tu veux te rallier 50%, tu veux même te faire bien aimer des deux. Tu dis moratoire sur l'évolution de la loi. Alors, le moratoire, c'est un terme qui vient du monde financier, qui veut dire simplement on remet à plus tard. Donc, les chasseurs se disent, bah super, la loi n'évolue pas, puis les écologistes, ils se disent, super, la loi, elle va évoluer. Bah voilà. Mais après, souviens-toi, c'était, puisqu'on avait cité Coluche, il y a un moment, il disait, hein, il parlait de manière assez familière, hein, mais il disait, va savoir ce que ces gens-là, ils pensent. Bah oui. Et donc, Emmanuel Macron, son idéologie réelle, c'est un sataniste théiste, hein, il y a des vidéos très claires. On peut aussi le qualifier de néo-nazi, hein, parce que je dis néo quand j'emploie le mot néo. Ah, faut bien, parce que les gens me disent, il n'est pas nazi. Non, je dis pas nazi, je dis néo-nazi. Quand on emploie le préfixe, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui ressemble au nazisme sans s'assimiler au nazisme originaire. C'est ça, en utilisant les mêmes manières de faire, mais plus subtilement. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire, par exemple, la dictature prétexte sanitaire, c'est ça. C'est-à-dire que ça atteste sur le discernement des gens associés donc, à une politique de réduction de la population mondiale. Donc, écoute Jacob Rothschild, qui est décédé il y a quelques mois, quelques années, qui a un élément de la caste, qui est d'ailleurs, normalement, Rothschild, tout de suite, ça évoque le judaïsme. Donc, quand on dit que Emmanuel Macron est un néo-nazi, les gens disent, bah non, c'est pas possible. Mais j'ai bien dit néo. Eh bien, c'est un mondialisme des élites des ténèbres qui considèrent qu'il y a trop de sang sur Terre et que, selon une formule qu'on a entendue à Davos, 500 millions d'êtres humains, on en aurait assez. Et que le choix va rajouter, on n'a qu'à garder des peuples qui, eux, savent obéir.
Hein. Exactement. Et donc, quand tu écoutes Jacob Rothschild, il reçoit une journaliste, cette vidéo, je l'ai vue, hein. Il y a des articles, il s'en cache pas, hein. Et il dit, la Covid, c'est d'abord un test sur le degré d'obéissance aveugle des peuples. Il dit, entre nous, madame, hein, je vous balance un produit comme ça qui sort de nulle part sur la table. Bah, quelqu'un de sensé, il le prend pas, vous m'avez compris. Hein. C'est-à-dire que, en plus, ce qui est ça qui est fou, c'est-à-dire que beaucoup de sarcasme. oui, mais tout Sur ça, notre intelligence. elle tournait pendant la dictature au prétexte sanitaire. Hein. C'est pour ça. Hein. Et on pourrait se demander pourquoi ils ont besoin de le provoquer, quoi. Ben, c'est dans leur idéologie. C'est-à-dire que, bah, tu reprends du Jacques Attali aussi, hein, c'est dur à entendre. Il dit, les plus stupides y croiront, ils iront de même à l'abattoir. Et parfois, il ajoute, les survivants nous serviront de rempart dans l'opinion. Donc, forcément, bah, eux, ils sont persuadés qu'ils peuvent faire des œillades, provoquer l'élite du bien, et puis, finalement, le jeu des élections, qui peuvent être truquées, d'ailleurs, ces élections, eh bien, bah, ça leur permet de toujours avoir le pouvoir. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils nous narguent. Moi, j'ai déjà eu sur LinkedIn que le gouvernement soit paye des trolls, soit simplement des complices du système nous attaquent. Et je peux te dire, je te donne le nom d'une, je vais pas donner son nom, mais je l'avais sur LinkedIn. C'était un proche de Jacques Attali. Enfin, il en parlait sur son LinkedIn, il disait qu'il connaissait bien. Enfin, il faisait la promotion de Jacques Attali. Il dit non, c'était quelqu'un de bien, tout ça. Puis un jour, au bout d'un moment, je lui dis, on commence à parler en messagerie privée, je lui dis, faites quand même attention. Souvenez-vous ce qui s'est passé en 45, hein, on a puré la France. Hein. Faites attention parce que le variant, en vérité, il monte. Et là, je peux te dire, je cite dans l'esprit, hein, attention, je ne donne pas son nom, donc il me dit, il me fait une petite provocation, entre nous, il reste très poli, très courtois dans le dialogue. Hein. Il dit, monsieur Bissard, qui êtes si brillant, bon là c'est un petit peu, c'est une petite attaque. Hein. Il dit, vous qui refusez les injections, vous faites quoi pour régler le problème de la surpopulation mondiale? Il fait la surpopulation mondiale, c'est aussi un enjeu qu'on doit aborder. Donc il n'y a personne qui le nie, tu comprends? Comme ça, non, mais ils ne peuvent pas s'en cacher de toute manière. Non, la fameuse formule de co-juge les milieux autorisés. Bah, comment veux-tu que quelqu'un d'à peu près sensé, il croit que la règle des 6 à table, je cite Emmanuel Macron, on a pu regarder ce qui marchait chez nos voisins européens. Enfin, comment veux-tu que quelqu'un d'un minimum sensé, il n'y a pas besoin d'être pharmacien, d'être médecin, il croit à un truc comme ça? Bah non, bien sûr, le 6, t'as compris, c'est à quoi ça a renvoyé. Oui, tout à fait, mais tout était subtil, même les amendes. Si tu oui, le 135 inversé. Plus 531, ça refait 666. Oui, mais Corona, tu prends la lettre C, ça fait 3, et puis tu ajoutes toutes les lettres, tu obtiens 66. Il y a eu l'ancien ministre de la mort et de la maladie, Rousseau, qui a parlé, bien sûr, il a parlé d'un lapsus, les préservatifs pour les moins de 6 ans. Jupiter, le symbole de Jupiter, c'est un 4 et un 2 imbriqués, etc., etc. Ça, bien sûr, encore une fois, il a été élu, entre guillemets, enfin, il n'a pas été élu, hein, avec 66,06. Oui, non, mais tout ça, on le sait. Hein. Mais ce que je veux te dire, c'est que pendant la dictature prétexte sanitaire, bah, des gens comme Rothschild, comme Attali, comme bien d'autres, ils se filmaient pour provoquer les gens. Exactement. En disant, de toute façon, bon, vous êtes des goïms, vous ne pouvez pas le faire, mais nous, on peut. Bah, la façon dont ils parlent, le peuple, la populace. Hein. Moi, on me le dit carrément, ils provoquent. Hein. Ils vont me dire, oh, de toute façon, monsieur Bussard, hein, vous pouvez vous agiter dans tous les sens. Hein. Le peuple, il ira à l'abattoir. Ils me disent, le peuple, il ira à l'abattoir. Hein, et puis il continue. Puis il rigole. Quoi. Hein. Alors Pierre, on va aborder l'autre partie, si tu veux bien. Donc on a compris bon, la théorie que tu voulais mettre en avant. Mettre en avant, oui. Donc je rappelais simplement le lien entre la logique universelle des sciences mais qui est important, puisque c'est hyper important. Qui permet de passer les secrets des sciences et la Bible, hein, tout simplement. Voilà. Par contre, là, il faut que je boive un petit peu parce que tu commences. Oui, fais à ton aise. Je t'en prie, bois un petit coup et puis on revient sur la suite.
Moi, j'ai. Bon, ça m'arrive souvent. Je dois beaucoup me. Je parle beaucoup. J'ai un. Ah, tu as un débit de parole qui est. Ah Qui oui, va. bah oui. Mais c'est très bien, je te laisse. Comme je t'ai dit, nous, on n'est pas. Je te dis, c'est bien clair. Notre émission n'est pas une émission où on veut censurer. Ah Donc, non, ouais, mais il y a pas de problème. Tu sais, justement, on laisse libre dis, cours à la conversation. je suis serein et tranquille. La victoire, elle est très proche. Il y a personne au monde. J'ai souvent repris cette formule de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, qui avait dit, quand il était encore président de la République, il avait dit on ira tous ensemble vers un nouvel ordre mondial et personne, j'ai bien dit personne, ne pourra s'y opposer. Sauf qu'elle n'a Seul, pas compris qui te servait. c'est Sarkozy qui disait ça, Nicolas Sarkozy en 2009, je crois à peu près, Je me enfin bref. souviens, je me Et souviens. ça, voilà. Mais si tu veux, bon, je te l'ai dit, les forces du mal sont des acteurs de l'histoire. C'est des pantins dans les mains de Dieu. Exactement. Hein, c'est-à-dire que faut complètement être fou, complètement fou, pour croire. Ah, petit problème de connexion. On a bloqué. Voilà, on va attendre ici. Oui. Petit problème technique, ça c'est l'avantage. Enfin, c'est voilà, c'est comme ça, c'est les inconvénients, les aléas du fait de ne pas couper. Voilà, donc Pierre. Je définissais sur ce que disait Nicolas Sarkozy. Il dit personne ne pourrait s'y opposer. Bah moi, en plus, entre le satanisme, ne plaît pas que, enfin, faut pas que je sois trop long, mais le satanisme, en fait, c'est une réinterprétation du texte de l'Apocalypse. Hein. Bon, c'est pour ça que quand Macron parle, la bête de l'événement est là, etc. Mais moi, je t'ai toujours dit, tout ce que disent les satanistes, c'est le miroir inversé de la bonne pensée, de la pensée chrétienne. Donc, je peux dire à mon tour qu'il n'y a personne au monde qui peut empêcher le grand programmateur qui est Dieu d'arriver à ses fins. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans la théologie chrétienne. Je te rappelle ces 4 formules très importantes. Quand les apôtres me demandent quand est-ce que tu nous montreras ce Père dont tu parles tout le temps, je dis vous ne le verrez jamais. Il est plus puissant que moi, mais il est aussi devant vous et nul ne va vers lui sans passer par moi. C'est les 4 formules qui permettent de comprendre aussi la notion de Trinité. Donc pour te dire, ce qu'on appelle l'esprit divin, il est en moi, il est en toi, il est dans tous les êtres et dans toute la nature. Il communique avec moi par différents moyens. Je ne veux pas forcément développer, hein. J'expliquerai plus tard. Mais je peux te dire que face forcément, sa puissance, elle est pas humaine. Tu comprends? C'est-à-dire que quand je te dis que quand tu as bien compris Dieu, bah, paradoxalement, moi, quand j'ai su qui j'étais, bah, je suis devenu plus humble. D'ailleurs, je t'en ai peut-être pas déjà parlé. Mon destin commence avec l'apparition de Saint Joseph au Furet du Nord à Lille. Et la première chose qu'il me dit, il faisait des grands signes, il faisait humilité, hein. Vous serez humble, hein, vous ne prendrez pas les gens de haut. Mais quand tu as compris le système, parce que forcément, quand tu es à ma place, bah oui, tu peux facilement avoir, dans un sens, si tu es humain, les chevilles qui enflent. Mais quand tu as bien compris Dieu, bah en fait, non. Je te l'ai expliqué, je crois, peut-être tout à l'heure, peut-être que je me redis. Bah, c'est Dieu qui m'a fait. Donc, j'ai aucun mérite à être qui je suis. Voilà. Donc c'est ça, hein, qui est important de savoir. Donc, pour te dire, je connais bien l'esprit pur, hein, comme on l'appelle, ou Dieu, ou le logos pur, celui que tu ne verras jamais. Et ses capacités de calcul ne sont pas quantifiables. C'est-à-dire que je te rappelle que dans mon propre destin, il y a des coups, il veut m'emmener quelque part parce qu'il faut que je sois là. Bah, j'ai beau être qui je suis, le verbe, bah, je vais pas me mesurer à mon patron, hein, tu comprends? C'est pas possible.
Et donc, tu peux prendre aussi la métaphore des poupées gigognes. Un sénateur Bertrand Russell, je ne sais pas si tu te souviens, hein, qui est très connu, un logicien anglais, il disait « Aucune poupée gigogne n'a englobé toutes les poupées gigognes ». Donc, quand tu écoutes des gens comme Musk, comme Bill Gates, qui en plus se contredisent, puisque quand ils parlent de l'intelligence artificielle, ils disent on aura encore besoin de gens qui savent gérer les machines. Donc, ils démontrent par eux-mêmes que la machine, elle peut pas dépasser l'homme. Sinon, la machine, elle se réparerait elle-même, quoi. Et puis, à la rigueur, elle nous domine, c'est elle qui nous dominerait. Bon, quand ils pensent qu'ils peuvent gagner, ça veut dire qu'ils ils croient qu'ils sont plus forts que Dieu. Et là, pour moi, ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est une forme, c'est même plus que ça, c'est une forme de folie. Oui, tout à fait, oui, c'est inconscient. Alors que moi, je peux dire, moi, le chrétien, il y a une humilité à avoir. Tu peux pas dépasser ton père, quoi. C'est pas la peine, quoi. Je veux dire, tu commences même pas, quoi. Alors, moi, j'aimerais bien quand même que tu expliques pourquoi. Pourquoi tu considères que tes origines sont christiques? Alors ça. Au moins avoir, tu sais, oui, alors si tu veux, il y a eu un faisceau. Bien sûr, moi, si je te réponds que je connais mieux ma vie que n'importe qui, bah, ça serait une réponse tautologique. Tu me dirais, bah oui, mais ça, tout le monde peut le dire. Mais il y a un faisceau d'indices convergents il y en a tellement que ça ne peut plus être du hasard. C'est comme, je vais prendre je vais te répondre clairement. Hein. Imagine qu'il y a un crime qui est commis dans une ville. On se rend compte qu'un repris de justice était là à l'heure du crime. On retrouve son ADN. Il y a une caméra qui l'a vu sortir de l'appartement où le crime a été commis, etc. Est-ce que tu crois qu'il est fondé à dire devant le juge, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui vous prouve que ça n'est pas j'allais pas dire un homonyme, un clone qui vient d'une galaxie spatiale qui a le même ADN qui était là à ma place. Hein, et puis il va dire, essayez de vous le démontrer. Il peut même dire, regardez dans la théorie des multivers d'Everett, rien ne démontre que il n'y a pas des extraterrestres sur Terre qui ressemblent en tout point à moi. Est-ce que tu crois que c'est crédible? Est-ce que tu crois qu'il y a un juge qui a les pieds sur Terre? Ah ben non, mais est-ce que tu pourrais te défendre comme ça? Bah, tu peux toujours essayer, hein. C'est pour ça que, bon, là, je fais une petite digression, hein, mais dans le code de procédure pénale, moi, j'étais étudiant à l'université catholique en droit, notamment. Eh bien, il y a le principe de l'intime conviction du juge. C'est-à-dire que si tu veux pousser jusqu'au bout, tu peux jamais rien démontrer. Hein. Si tu veux, il y a le principe en philosophie des sciences, en épistémologie, le principe de l'induction. C'est pas à confondre avec la notion en électromagnétisme. Hein. L'induction, ça veut dire que c'est Karl Popper, hein, je sais pas, tu connais Karl Popper. Hein. Il disait peu importe le nombre de signes blancs que j'ai vus, cela ne prouve pas que tous les signes blancs sont blancs. Donc, par exemple, si je prends ce stylo, je lâche 1 milliard de fois, ça ne peut pas démontrer que la loi de la gravitation de Newton est universelle. Bien, elle ne l'est pas, mais ça, je vais pas tout de suite y venir. Ben oui, c'est logique. Il n'y a aucun scientifique qui est à tous les endroits de l'univers en même temps. Non, mais on est bien d'accord. Bon. Donc là, de la même façon, quand je te prends le texte de l'Apocalypse, puis après, j'ai plein d'autres, des anecdotes, je pourrais écrire des pages et des pages, je me disais, c'est facile. Donc, je t'ai dit, d'abord, le texte de l'Apocalypse commence par évoquer le retour d'un seigneur, d'un roi, qui sera Jésus, hein, le prénom est bien identifié, mais on dit il sera le seul à connaître son nom. Donc, logiquement, il s'appellera pas Jésus. On est bien d'accord. Bon, déjà là, tu as compris ça. Ensuite, c'est truffé de coïncidences des contraires. Je suis l'alpha et l'oméga, les premiers seront les derniers, je suis le commencement et la fin. Le commencement et la fin, c'est simplement une version française de ces deux lettres grecques, alpha et... Bon, je suis celui qui était, qui est, qui revient. Donc, tu peux remarquer que moi, quand j'ai commencé ma campagne de sortie de bois, comme l'appelait Dieu,
et ben, je me suis présenté comme un philosophe logicien, un logicien des sciences. N'oubliez pas que, pour l'instant, pour maintenir un petit suspense, n'oubliez pas que Jésus est appelé aussi le Logos incarné. Bon, et deuxième indice qui est quand même très important, on dit qu'il revient dans une ville aux 12 portes et à la grande muraille. Donc tu regardes dans la ville de Lille, la ville de Lille au début du XXe siècle, alors, il y a plein d'articles sur le sujet, un peu, tu peux consulter un historien, eh bien, elle était, il y avait 12 portes qui étaient assises sur les fortifications faites normalement par Vauban ou par ses adjoints, on va dire, et on ne pouvait pas rentrer ou sortir de la ville sans passer par l'une de ces 12 portes. Et d'ailleurs, dans le texte, oui, le texte décrit 12 portes, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. En vieux français, on parle d'Orient, d'Occident, mais ça change rien. Et tu as retrouvé notamment au nord l'une des portes, la porte de la Madeleine. Aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui la porte de Gand. Mais en fait, le nom a été changé, bien sûr, après la Révolution française. Je partage juste comme ça, on peut montrer aux auditeurs. Hein. J'ai quand même partagé en même temps, tu vois, une possibilité d'écran. Hein. Comme ça. D'accord. Alors. Donc déjà, donc là, je peux continuer. Oui, tout à fait. Donc déjà, dans l'Apocalypse, tu as déjà, par rapport à mon identité, tu as déjà les deux premiers éléments, c'est que j'ai publié un livre sur la logique universelle. Là, tu vois encore, voilà, oui, sur la logique universelle des sciences, qui est la coïncidence des contraires. Ça, là-dessus, je vais pas y revenir. Bon, deuxième élément, on parle de la ville, que le roi reviendra dans une ville aux 12 portes et à la grande muraille. Tu peux regarder également un jour, ces 12 portes, parce qu'il y en a plus que 12, il y en a 16, mais il y a des, là sur le texte, je crois qu'on parle de 16, mais donc, il y a des portes à l'intérieur de la ville. 12 portes, voilà. Et alors il y a 15 portes d'enceinte, c'est ça, en 1900. Voilà. Oui, mais non, il y a 12 entrées en ville, et ensuite tu vas trouver, y compris encore aujourd'hui à Lille, parce qu'elles n'existent pas plus toutes, tu vas trouver des portes qui sont qui sont internes à la ville. Oui, c'est ça, des portes qui sont obsolètes, de toute manière. Oui. Okay. Voilà, la plus belle porte, on dit toujours d'un point de vue architectural telle qu'elle a été conservée, c'est la porte de Paris, qui n'était pas une porte d'entrée, qu'on appelle aussi, ça a un sens, la porte des malades. À Lille, puisque, bon. Donc, deuxième chose, dans le texte, on parle d'une ville où seuls les justes séjourneront, où seuls ceux qui sont dans la vie de l'agneau séjourneront. Une ville, alors on peut résumer toutes ces formules par une ville isolée du reste du monde. On ne parle pas par une frontière physique, mais ça je l'expliquerai plus tard. Ce serait une frontière spirituelle. Eh bien, l'étymologie de l'île, tout simplement, c'est du latin isla, l'île. Donc tu comprends, une ville isolée du reste du monde. Ensuite, je la porte ici. Donc tu vois, ça commence à faire de plus. C'est pour ça que je te parlais de l'analogie avec quelqu'un qui avait commis un meurtre, qu'on avait preuve. Là, ça commence déjà à faire plus que des preuves. La fleur de lys que je porte ici, c'est simplement le blason de la ville de Lille. Bon, alors j'ai continué. Oui. Sache que la France, enfin c'est pas, tu le sais, c'est une façon de formuler les choses, c'est la fille aînée de l'Église, la patrie des droits de l'homme. Et on a appelé Jésus le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme. Et comme en fait, toute l'histoire est écrite par la raison, par Dieu, il va donner une multitude d'indices. Donc, je vais te donner un exemple qui fait légèrement digression. Tu sais que le football, c'est considéré comme la religion païenne. On crée des idoles. Les deux joueurs qui ont écrasé la compétition au XXIe siècle s'appellent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bien sûr, c'est pas un hasard.
Oui, oui, d'accord. Et Donc, dans celle-là, là, tu me parles vraiment du principe de la. Comme je dis, je reviens sur l'idée de la gématrie et de la oui, oui, non, mais du programmation. fait que l'histoire, Programmation. elle est écrite par la raison, et donc Dieu, il va donner des signes avant-coureurs du retour de celui qui le représente physiquement, on va dire, parce que le Mhm, mot physique est un peu légèrement impropre, hein, puisque mais on va pas faire de digression sur ce sujet, mais mhm. la nature ultime de la réalité est spirituelle, ça, mais ça, bon, on peut pas en On est parler bien de tout. d'accord, oui. Et donc, par exemple, il y a un groupement de communes à Lille qu'on appelle, les Lillois appellent ça l'île Hélène l'Homme. D'accord? Tu vois, tu retrouves, c'est un jeu de mots divin. L'île, elle aime l'homme. Le Charles de Gaulle, il est né à Lille. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma campagne, j'ai pris mon siège dans un appartement à Saint-André et j'étais en face de l'église où, paraît-il, si je me trompe, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai lu que Charles de Gaulle se serait marié dans cette église. Hein. Donc voilà, donc ça fait déjà quand même déjà beaucoup de détails. Hein. Si j'ajoute, je vais te dire l'ancien Alors maire j'aimerais de. bien, Pierre, je veux dire, donc Oui, là, on parle aussi que le vrai Jésus, entre guillemets, est né. Non, mais non, attends, je dois rester quand oui, même cohérente. Hein. oui, 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 Sans bah, je être suis cohérent, t'inquiète prédateur, pas. parce que Ouais. c'est mon rôle de laisser Donc aussi. je te dis, attends, je te donne quand même un autre élément parce que il y en a pas assez visiblement. Non, 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 non. On parle dans le texte que Jésus ne s'appellera pas Jésus et qui s'exprimera avec une flamme ardente dans les yeux. Voilà, Et moi, voilà, je maintenant. m'appelle Bissard. Et n'oublie pas que quand Moïse il gravit la montagne, il tombe sur la parole de Dieu qu'on Oui, appelle le buisson ardent. l'épisode du buisson ardent. Et donc, mon prénom qui renvoie à la fiabilité, à la pierre angulaire, c'était l'un des surnoms de Jésus. Et je vais te dire, quand je t'ai expliqué que mon parcours commence par une apparition de Saint Joseph, hein, il faut savoir qu'il était apparu à Cotignac dans le Var en fin du XVIIe siècle. Il avait d'ailleurs dit à ce berger, hein, le prochain que je vois, ça sera le roi. Hein, c'était la formule. Bien, au départ, il m'a dit, Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a employé le mot, 2 fois le mot règne. Hein, il m'a dit, votre règne durera. Il avait, bon, je le sais, moi, mais je ne vais pas le dire. Il a dit pendant, et bah moi, il m'a dit quand j'ai pensé au départ, j'ai dit quand je suis sorti, ça a duré un moment. Hein. J'ai pensé que j'étais Saint-Pierre au départ. D'ailleurs, à la fin, je lui ai dit, bah, donc, si je comprends bien, mon travail en tant que Saint-Pierre, c'est de préparer la parousie, le retour du Christ. Et à chaque fois qu'il voulait, non pas me mentir, mais pas me dire toute la vérité, dans l'intérêt du destin, il avait une mimique. Il m'a fait oui, d'un air de dire, vous êtes pas loin, mais c'est pas encore ça. Hein. Et après, je me suis approché de la fontaine de la gare à l'île Flandre. D'ailleurs, à l'époque, tu vois, j'avais pas toutes ces connaissances, parce qu'il m'avait dit, vous allez monter, monter, monter. Et il y avait il y avait 2 personnes qui étaient là. Et il y en a un qui commence à s'approcher de moi. C'était 2 personnes de couleur de peau typée. Hein. Et je crois que, d'après ce que j'ai pu lire, que c'est les 2 témoins de la Bible. Et il y en a, il s'approche de moi et il commence à me demander de la monnaie. Hein, parce que c'est important, parce que n'oublie pas que dans le monde de demain, il n'y a plus de monnaie. Hein. Puis moi, je regarde dans mes poches, un peu comme ça, en tâtant mes poches. Hein. Puis Joseph faisait venez Pierre, laissez-les, laissez-les. Hein. Et puis, il commence à tourner autour de moi comme un petit enfant. Et il lève la tête, ses yeux, ils étaient brillants comme le soleil, ben, puis il me regarde bouche ouverte, quoi, comme un dieu. Quoi. Donc j'avais déjà compris que j'étais, en plus, je te raconte pas tout ce qui s'est dit au fur et à mesure, parce que ça durait 4 ou 5 heures, hein, Ah oui. c'est long, hein. Même pour moi qui ai des capacités de concentration et de travail très très importantes, je peux écrire jusqu'à 40 heures d'affilée. Hein. Ça peut paraître fou, mais bon, eh bien, c'était usant, c'était fatigant. Hein. Et à la fin, quand je me rapproche de Joël, je dis, vous les connaissez, ces 2 personnes? Elles vous accompagnent? Et puis il me dit, eux, elles savent qui vous êtes. C'est ça l'important. Mais j'avais pas encore conscience
d'être le Christ. Non, non. Parce que et après, il m'a dit, et surtout, parlez de moi. Et j'ai fait le travail. J'ai simplement écouté ce qu'il m'a dit. J'ai commencé. La première chose que j'ai faite, c'est que sur Facebook, hein, j'ai écrit une coïncidence des contraires que je maîtrisais depuis octobre 2015. J'ai dit, Pierre a été le premier pape, je serai donc le dernier pape. Voilà, je savais que ça allait suffire. Voilà, j'ai suivi les consignes pour lancer le projet, l'Apocalypse. Hein. Voilà, voilà. Et donc, parmi les détails, il y en a. Bon, qu'est-ce que je peux quand moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc, moi, j'ai appris que le Christ ne serait peut-être pas né en Galilée, mais plutôt en Gaule, que ça vient de Galiléa. Alors, je vais t'expliquer encore autre chose. Alors, il faut savoir que quand tu décèdes, donc, attends, déjà, l'existence, le fait d'exister, je t'ai parlé tout à l'heure que la nature ultime de la réalité était spirituelle, c'est une suite d'images mentales qui défilent dans ton esprit. Quand tu rêves, bah, t'as l'impression, quand tu te souviens de tes rêves, bah, d'être dans la vie. Tu vois un paysage en 3 dimensions. Il y a personne qui n'ira que c'est une activité psychique avec des images en 2 dimensions. Non. Eh bien, il y avait déjà, par exemple, il y a beaucoup de penseurs qui l'ont compris ou approché. Pindare, par exemple, il disait la vie est un songe. Et donc, c'est ce qui permet de comprendre aussi la notion d'apparition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une apparition, il y a des choses bizarres qui se passent. Non, moi j'ai parlé à Saint-Joseph comme je te parle à toi. Je lui ai serré la main, j'ai bien senti sa main dans ma paume. Il m'a parlé. Il y avait même des gens dans le furet. Au départ, moi je ne comprenais pas tout, hein, parce que ma conscience, elle a monté. Ils ressemblaient en tout point. C'était des gens qui étaient là, mais qui en fait, pour t'expliquer une apparition, ta vie, c'est simplement des images qui défilent dans ton esprit. Ça, oui. Et quand tu décèdes, parce qu'il faut mourir pour vivre, hein, eh bien toutes les images, elles vont se réembobiner en une fraction de seconde. Et tu nais à la prochaine étape de ta vie, c'est une continuité. C'est-à-dire, c'est important que je t'explique ça parce que, imagine, tu meurs en l'an 1000, tu ressuscites, c'est même pas une résurrection en fait. Enfin, tu reviens à la vie en l'an 2000. Il s'est passé 1000 ans pour les historiens, mais pour toi, même pas une seconde. Et donc, tu meurs en l'an 1000 et tu te réveilles en 2003, vers 3 ans, c'est-à-dire quand tu possèdes le jeu dans ta représentation, disait Emmanuel Kant, c'est-à-dire que quand tu as conscience d'être toi-même. Donc, il s'est passé 1003 ans et pour toi, rien. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ta vie dite antérieure, pour toi, n'a pas réellement existé parce que le temps, regarde, toi qui parles de physique quantique, peut être inversé, il peut être parcouru dans les 2 sens. Donc quand tu meurs, toute la cassette se réembobine et tu arrives à ta prochaine vie, puis tu tournes sans limite de durée, hein. Mais de ce fait, quand toi tu es né, alors je ne sais pas en quelle année, ça ne me regarde pas, et quand tu as eu conscience d'être toi, tu ne savais pas que tu avais une vie antérieure. Non. Et moi non plus. Moi, quand je suis... Alors bien sûr, après, quand j'ai regardé ma biographie, hein, je me suis dit, oui, c'est logique. Je me suis dit, à 4 ans, je réfléchissais de manière obsessionnelle tous les jours sur la question de l'œuf et de la poule. Hein, et donc, pour moi, ça me paraît normal. Et j'ai commencé à jouer avec les poules parce que je suis du milieu agricole, hein, ça va bien. Et puis, j'ai commencé à poser à ma mère à 4 ans et demi. Hein, il y a une interview de La Voix du Nord où j'explique ça. Je dis, maman, pourquoi je suis né? Et puis, elle me dit, en souriant, parce que Pierre, tu as eu des parents. Alors, moi, je fais l'air étonné. Je me suis dit, mais je dis, oui, mais vous avez eu des parents qui ont eu des parents. Ça s'arrête tout. Je fais comme ça. C'est bizarre. Puis alors là, je me souviens de ma mère, elle me dit, si tu commences à me poser des questions comme ça, hein. Et puis après, donc j'ai commencé à 4 ans à réfléchir j'ai commencé à poser la question, ça m'obsédait. Hein, j'ai posé la question à ma tante, puis j'essaie d'imaginer Dieu. Et donc je me suis dit, oui, en fait, quand j'ai appris que j'étais le Christ, que vers 2015-2016, parce que même après avoir quitté Saint-Joseph, où il a employé 2 fois le mot de règne,
bon, comme à la base, je suis quelqu'un de considéré comme surdoué, et qu'un surdoué, c'est très lucide, bah, je me suis battu même contre moi-même. Je dis, oh, quand même, hein, c'est pas possible. Et j'ai su définitivement, vers août 2016, bah, que j'étais bien, non pas Saint-Pierre, mais bien la pierre angulaire. C'est ça. Hein. Donc, pour te donner encore des indices, j'habite à un village rural à la base. Et après, je vais te répondre à ta question. Hein. Non, bah, attends, j'en fais une digression, tu vas me dire. Mais Je te laisse. Je te dans laisse non, mais l'étymologie, c'est dans intéressant. l'ancien français, j'habite Wavran-sur-Ternoise. Tu retrouveras Wavrance, Ampère, Permont. Donc, tu retrouves Mont du Père, parce qu'au XXIe siècle, on m'appelle plus père que par opposition relative au fils, et on m'appelle plutôt roi par opposition relative, je dis bien relatif à seigneur. Bah, tu retrouves Wavrance, tu retrouves l'anagramme de Nazar et les lettres W, V. Je peux donner plein d'autres indices. Alors, pour te répondre à ta question, pour te dire une chose, c'est que quand je suis né, et là, et je peux te dire que la Bible a été falsifiée sur des points, hein, sur plein de points, je suis bien placé pour le savoir, bah, je ne savais pas qui j'étais. C'est logique et heureusement. Attends, imagine comment ça aurait été déjà difficile à l'école. Je l'ai su que, en fait, en 2000, à peu près à 30 ans. Oui. Hein. Et donc, voilà. Et pour te dire aussi que ma vie, entre guillemets, antérieure, qui n'est pas antérieure, c'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, elle est superposée. tous les événements de l'histoire, c'est comme ça que le don de prophétie est possible. Parce que comme ta conscience, elle est capable de voyager dans l'espace-temps, oui. Là, ça va? Non, on avait un petit problème de connexion, c'est bon, je t'ai récupéré. D'accord. Oui. Bon, pareil, un rêve prémonitoire, ça fonctionne comme ça. Quand tu vas dormir, ton esprit, il va se projeter dans le futur, et donc, tu vas, entre guillemets, traverser des périodes de temps. C'est ça. Freud l'avait marqué déjà que tes rêves étaient bizarres. Par exemple, tu vas superposer ta journée de lundi, mardi, mercredi. Je prends un exemple simple. Tu vas voir ta grand-mère lundi. Samedi, tu vas chez ton médecin. Enfin, si t'en as encore. Hein, moi, j'en ai pas. Mais ben, tu vas rêver ta grand-mère avec un stéthoscope. Oui, on est bien d'accord. Oui, non, mais ça, j'entends bien. Donc là, tu as compris. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je ne me souviens pas de ma vie antérieure, autrement parce que j'en ai lu, et autrement parce que j'en déduis de ma propre vie au XXIe siècle, puisque ma vie au XXIe siècle, c'est la transcription de ma vie antérieure. T'es encore là, non? Non? C'est bon, il n'y a plus personne. Je sais pas, on a été coupé là. Oui, on a été coupé. Mais voilà, mais ne tracasse pas, on remettra ça en ordre quand même de toute manière. Non, mais je suis pas heureux. Après, je suppose que tu vas faire je sais pas, un travail. Ouais, bah non, il faut corriger encore que je te dis, c'est les aléas d'un enregistrement, même oui, si. Oui, il n'y a pas de problème. Hein, la vie, c'est ça. Hein. Donc, ce que je voulais te dire pour finir, pour répondre à ta question, d'une part, je ne connais, entre guillemets, ma vie antérieure que parce que j'ai lu. C'est ça. Elle est la transcription, finalement, ma vie au XXe siècle, c'est la même dans un contexte culturel différent, et surtout, à la différence à l'époque, là, je gagne, j'ai envie de dire. Bon. Et donc, quand tu parles de la France et du christianisme, eh bien, il y a une histoire
selon laquelle, alors j'ai pas, je peux pas, là par contre, là, j'ai pas les preuves, hein, Des informations, non? c'est des historiens, c'est des gens qui racontent ça, que la fameuse Marie-Madeleine, hein, un sponsor Christie, eh bien, serait enfui des lieux du drame et aurait commencé même à évangéliser au sud de la France. Si mes Exactement. souvenirs sont bons, on parle des fois d'une ville dans le sud, à Cagnes-sur-Mer, mais je suis pas sûr. Hein. Oui, Faudrait regarder, hein, c'est ça, c'est simplement un problème de mémoire, mais c'est pas une information essentielle. L'important, c'est de voilà, savoir c'est qu'il y a la une Sainte Bombe. légende qui Oui. raconte que Je suis désolée. Problème de connexion encore. si, regarde, tu remarqueras, par exemple, quand je te parle de destin, que Charles de Gaulle, il s'appelle Charles de Gaulle, quoi. Hein. De Gaulle, bah oui, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Hein, et ça c'est important. Il est né à Lille, hein, et dans ses mémoires, il a dit que il avait toujours essayé d'associer à ses décisions politiques sa foi chrétienne. Mm. Et je sais qu'il y a, bon, on va pas parler de trop du général de Gaulle, mais je sais il y a encore des gens, bon, bah, voilà, surtout, là, vraiment des gens d'extrême droite qui vont oser nuancer le bilan du général de Gaulle. Hein, parce que... Mais en fait, quand tu regardes la vie du général de Gaulle, c'est un exemple parce que c'est toujours quelqu'un qui a été dans la résistance. Mm. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a jamais. C'est pas un homme tiède. Hein, c'est Non, pas quelqu'un qui va. ce qu'on dit de Charles de Gaulle, c'est qu'en fait, il n'était pas colonel. Qui n'était pas Que normalement colonel. c'était temporaire, c'est ça, hein, le général, pardon, Ah, qui n'était pas non, général non, parce que si tu c'était veux, début 40, début 40, il est encore colonel, ouais, les voilà, colonels de Gaulle. oui, Oui. il faut Et faire la après, il va différence. passer général, je sais plus la date exacte, hein, C'est un problème mais si tu veux, de il a même, statut. bon, Ça il n'enlève avait rien au même travail qu'il a fait, hein. chargé, là, c'est l'une des seules victoires relatives relatives hein, de la France en 1940. Il faut savoir que le colonel de Gaulle, enfin à l'époque on l'appelait le colonel de Gaulle, il avait chargé un régiment blindé allemand, je crois à Montcornet, hein, Mmh. hein. Et ça avait été une victoire relative, c'est-à-dire ça avait permis de ralentir l'avancée allemande de manière assez efficace. Hein. Voilà. Mais bon, on peut pas parler de tout, Non, non, sinon on je ne peux saurait parler. pas, parce que c'est déjà Hein. super intéressant. On a déjà abordé pas Bon, mal de. mais pour te montrer que si tu veux, la France, c'est la fille aînée de l'Église, la Oui, patrie des droits de l'homme. oui. Et pourquoi, et dans mon Je suis ici ailleurs je brouille, maintenant je peux le dire, je brouille les pistes. C'est-à-dire que je dis qu'il serait logique que le Christ revienne dans l'actuel Israël. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui est un manipulateur et un criminel notoire, il justifie ses représailles sur Gaza et même le Moyen-Orient en s'appuyant sur la prophétie d'Ésaïe. Mmh. Parce que pour certaines personnes de confession juive, le Messia ou le Messie est juif et doit revenir en Israël à un moment où le grand Israël aura retrouvé ses frontières antiques. Et c'est l'une des motivations pour faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire un travail qui n'a rien de chrétien, disons les choses clairement. Hein. Mais alors, Pierre, pourquoi ne pas s'attaquer à Lille? Comment? Pourquoi ils ne se sont pas attaqués à Lille? Ah bah de toute façon, donc si tu veux, attends, je finis. Mmh. La France, elle est même si on est dans une dictature antéchristique, bah je te l'ai expliqué tout à l'heure, Emmanuel Macron, il peut pas aller non plus trop loin dans l'atteinte à la liberté d'expression. Hein. C'est-à-dire que c'est pas anodin que je revienne en France parce que mon pays, d'abord, je dis mon pays parce que je suis le Christ, mais je suis un patriote. Hein. Il faut pas opposer le patriotisme et l'universalité morale chrétienne. C'est normal de se reconnaître dans un pays. C'est sûr que mon pays, ça, je l'aime plus que tout. Hein. Mais donc, ce que je voulais te dire, c'est que Emmanuel Macron, même si
parce qu'il y a déjà quand même quelques personnes, je peux pas dire une poignée de Français, certainement dans l'armée, les renseignements, dans les ministères qui savent qui je suis, au moins pour qui je prétends être, au moins, bah, ils peuvent pas aller trop loin, hein, parce que ils marchent sur des œufs. On est en France, voilà, on peut pas faire, on peut pas recréer des camps et faire des élections publiques, comme avait dit Jacques Attali en 81. Bon, c'est pour ça que la France est aussi la fille aînée de l'Église et la patrie des droits de l'homme. Et c'est pour ça que je reviens. Ensuite, attends, tu dis pourquoi ils m'attaquent pas personnellement? Bah pourquoi ils attaquent pas Lille? Bah de toute façon, j'ai envie, je pourrais te dire par une boutade, oui, ils peuvent me tuer, mais je reviendrai dans 3 jours, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, C'est une boutade, ça veut dire que il est Dieu est là, il me protège. Donc si tu veux, je vais donner, je sais pas, tu as déjà vu un film qui s'appelle le célèbre, un très très beau film, un grand film, hein, La liste de Schindler. Oui, tout à fait. Oui, normalement oui. Bah il y a un moment, souviens-toi, il y a un prisonnier qui va être tué hein, pour satisfaire le sadisme de Amon Goeth, hein, hein, eh bien, il prend un premier pistolet, l'arme elle s'enraye. C'est ça. Et puis il prend un deuxième pistolet, puis l'arme elle s'enraye. Il dit c'est incroyable. Eh bien, je t'ai expliqué que n'oublie pas que tout ce que tu vois autour de toi, ça n'est pas un environnement physique, c'est simplement des images mentales associées à des sensations, comme dans un jeu vidéo, qui défilent dans ton esprit. Et il y a pas que moi, bon, moi je suis crise, donc forcément. Non, les physiciens font parler. Oui, mais t'as par exemple quelqu'un qui est célèbre, hein, tu as déjà entendu parler de Berkeley, hein. Un Berkeley. Oui, bon, ou bien même en physique quantique, je vais te parler plutôt de physique quantique, tu as le célèbre Eugène Wigner, hein, qui était un physicien hongrois qui a été naturalisé américain, peu importe, je crois qu'il est décédé en 95, si je me souviens est bon. Et pour donner l'interprétation parce que la physique quantique, il fallait l'interpréter, lui il dit c'est simple, la réalité est dans votre conscience. Donc si tu as compris ça, tu dois savoir que c'est l'esprit de mon père qui dirige vraiment le monde. C'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bien les autres, ils ont un pouvoir que Dieu leur a donné. Donc moi, je peux te dire, bah moi, je me suis jamais caché. J'ai discuté, par exemple, avec un cas de LR. Encore, ça fait depuis longtemps qu'on discute ensemble. Je vais pas te dire son nom parce que voilà, c'est comme ça en messagerie privée, je le respecte. Hein. Et ben, je lui ai déjà dit un jour, je dis, ils peuvent mettre toute l'armée américaine contre moi. Les soldats, ils s'entretueront ensemble. Ah, c'est impossible. Je peux te dire un coup à Lille, je savais pas encore qui j'étais. Hein. J'ai failli me faire agresser. Il y a des gens qui m'ont, enfin, à Lille, par, bon. Tout d'un coup, la personne, elle m'insulte. Moi, moi, je suis toujours très, très, très calme, hein, très maître de moi, même à l'époque, hein, déjà à l'époque. Bah, j'attendais simplement qu'elle passe à l'action. En plus, à l'époque, j'étais blessé à la jambe. C'est une anecdote. Et tout d'un coup, la personne, elle a levé la tête au ciel. Elle a baissé sa tête comme si elle avait vu le diable, terrorisée. Elle a sprinté, je me souviens, vers sa voiture. Elle est repartie en trombe, comme si elle avait vu. Donc, forcément, n'oublie pas que je te l'ai expliqué que c'est un programme divin. Donc, il est impossible de toucher à ma personne parce que c'est Dieu qui me guide et c'est le meilleur GPS de l'univers. Tu comprends? C'est-à-dire que s'il suffisait de se débarrasser de moi pour que le millénium n'arrive pas, bah, ça serait un problème. Mais Dieu, il est là. Hein. C'est ça. Et Dieu, je te dis, je veux dire, tu peux mettre toutes les armées du monde en face de leur créateur, hein, du vrai Dieu. Hein, parce que moi, je ne suis pas vraiment Dieu. On m'appelle fils de l'homme, fils de Dieu. Mais non, hein, je parle de celui que vous ne verrez jamais. Hein, il est plus puissant que moi. Et ben, il est en moi, il est en toi, il est en vous. Cette cellule christique, enfin, je veux dire, y compris celui qui voudrait m'attaquer, je sais pas, il utilise une arme, bah, elle explosera à son visage, j'ai envie de dire. Hein. Donc, hein. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, est-ce que tu as peut-être un petit message de fin? De fin.
Ouais, des Ah bah clôtures. oui, bah conformément à ce que j'écris toujours sur LinkedIn, de rester bien calme, hein, serein. Hein. Je déconseille énormément d'aller participer à des mouvements de rue, des manifestations. C'est pas le, il faut, c'est des lieux malsains. Moi, j'ai déjà organisé quelques manifestations à Lille pendant la dictature au prétexte sanitaire. J'y ai renoncé très vite parce que en fait, même, il suffit d'une poignée de gens. Bah, eux, ils n'étaient pas venus pour défendre les libertés publiques. Ils Mmh. étaient là pour frapper sur nos forces de l'ordre. Et Mmh. donc, voilà, alors nos forces de l'ordre, ils pouvaient rien à l'époque. Hein. C'était pas eux qui avaient voté les lois. En plus, ils étaient eux-mêmes les victimes. Mmh. Si on prend l'analyse globale, ils sont les premières victimes du système, hein, Mmh. dans un sens. Et donc, restez calme, tranquille, aimez votre prochain comme vous-même, c'est l'essentiel hein, quand même. Et puis laissez l'esprit faire. Les requins, contrairement à l'adage, ils sont en train de se manger entre eux. Hein. Certainement par stratégie, parce qu'attention, il y a du... Ah, c'est des manipulateurs. Hein. Donc quelquefois, devant les caméras, ils vont faire croire qu'ils s'opposent. Hein. Tu sais, c'est par exemple certainement ce que je cite à l'humanité, ce que je pense d'Elon Musk. Hein. Pour moi, Mmh. Elon Mmh. Musk, Mmh. c'est un Mmh. manipulateur. Hein. Mais n'empêche que on est dans un monde qui a été fait par Dieu, et donc c'est un monde quand même qui est éclaté. En ce moment, Israël et l'Iran, il y a, entre l'Israël, le Hamas, l'Iran, la Chine, la Russie. Bon, quand les gens, parfois des gens, on dit, c'était l'une des méthodes du gouvernement de dire qu'on était pro-russe. Moi, je suis pas du tout pro-russe, je suis pas pro-Poutine. C'est un dictateur. Faut pas me demander si tu veux, en tant que chrétien, en tant que premier chrétien, de choisir entre la paix et le choléra. Si tu me Mmh. demandes de choisir entre le Hamas et le gouvernement terroriste incarné par Benyamin Netanyahou, je vais dire, moi, je choisis la justice et la paix. C'est Voilà. ça. Et donc, ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, tu peux remarquer que Benyamin Netanyahou, dans toutes ses déclarations euh, publiques ou privées, il a souvent dit on a besoin d'un Hamas fort. Mmh. Mmh. Hein, tu comprends? Parce que si on a des Dans radicaux ses devant intérêts d'une nous, manière ou d'une autre qui aillent ah des voilà, on peut justifier des politiques radicales. exactement. Hein. Exactement. Et donc voilà, moi je suis pas du tout, moi je suis pro-paix, pro-droit de l'homme, pro-justice, hein, pro-humanité. Donc on va pas me demander de, moi je suis pas, d'abord par rapport à mon rôle cosmologique, qui est quand même, même si je suis quelqu'un qui est simple, qui est quand même prestigieux, hein, attention, qui implique énormément de souffrance et de Mmh. contraintes. Hein, Mmh. faut plus tard. Je vais pas me comparer à un homme politique, ça n'a rien à voir. Tu vas me dire, ça peut paraître arrogant, mais entre mon savoir et celui d'un homme politique, tu prends Donald Trump ou Emmanuel Macron, il y a un écart très important. Et c'est des gens, voilà, tu vois, regarde, à un moment, Jacques Attali, il se vantait d'avoir 160 de quotient intellectuel. Hein. Déjà, l'intelligence n'est pas la valeur de Dieu, hein, faut le Mmh. savoir. Hein. Mmh. Mais en plus, moi j'ai déjà écouté Jacques Attali, je te dis parler d'intelligence artificielle, bah, ce qu'il dit n'a aucun sens. Mmh. C'est ça. Hein. Donc c'est pour ça que je veux te dire, bien sûr, évidemment, je ne me rallie pas à aucun homme politique. Je suis le Christ et je vais gagner. Hein. Et je l'avais déjà dit à Ali, je l'avais pas dit au départ, hein, sauf à quelques personnes qui m'entouraient dans ma campagne. Hein. Et bon, ça suffit notamment à semer quand même des graines. Hein. Et ce qu'il suffit de dire ça, bon, c'est pas anodin. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de gens ont lu mes textes, hein, y compris des textes assez complexes. Mmh. Bien, j'avais dit, je me souviens quand j'avais rencontré le représentant du Front National à Lille, hein, qui a un avocat, hein, et il m'avait dit, pourquoi vous rejoignez pas le Rassemblement National? Et comment dire, dans une arrogance surjouée, hein, j'appelais ça une communication volontairement arrogante, j'ai tout de Mmh. suite dit, mais qui était vrai, j'ai dit, ce n'est pas à moi de me mettre derrière Marine Le Pen, c'est à Marine Le Pen de se ranger derrière moi, n'inversez pas les rôles. Et tu pourras peut-être retrouver un article sur Google, je dois l'avoir. Il y a un moment, j'arrive quand même à avoir un article fait par La Voix du Nord, et j'ai dit humblement, hein, enfin, je savais ce que je faisais, je dis,
la politique ne me changera pas, c'est moi qui changerai la politique. Hein, c'est une coïncidence des contraires, tu as pu remarquer, mais qui est riche parce que, bon, d'abord, elle donne un côté très arrogant parce que quand tu arrives de nulle part comme ça, personne ne te connaît. Et puis, pour faire parler de toi, justement, tu utilises. J'ai utilisé des formes très arrogantes, mais en même temps, tout en ayant dans un coin de ma tête, en me disant, en plus, ce que je dis, c'est arrogant, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que je savais forcément, quand j'ai rencontré Saint-Joseph en fin 2015, je me souviens, il m'a dit, vous allez monter. Il m'a jamais dit, oh, si vous faites si vous avez de la chance, vous allez arriver à établir le monde de justice. Non, c'est un destin, c'est un programme. Donc, arrivé là, on s'en remet à la volonté. Moi, j'ai beaucoup de conversations, puisque tu sais, privé avec le vrai Dieu, à l'esprit pur. Voilà, je peux te donner un exemple en 2015, il m'avait 2016, il m'avait dit, Pierre, tu as beau être Dieu, je prends un marteau et je tape sur ton doigt, t'auras mal quand même. Puis moi, à l'époque, je dis, oh Dieu, quand même, il fait si t'es Dieu. Puis bon, je vais abréger tout ce qu'il a dit. Puis à un moment, il dit, ne t'inquiète pas. Il me sort la phrase, j'en saurai toujours un peu plus que toi, c'est une question d'expérience, si tu retrouves la Trinité. Et puis il dit, ne t'inquiète pas, je serai toujours là avec toi. Donc, tu sais, c'est ce qui donne. Bon, tu peux remarquer que, au-delà de mon personnage, qui est quand même important dans l'histoire de l'humanité, tous les gens qui ont fait des grandes choses, tu prends comme Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, les chevaliers français, du moins ce qu'on peut lire, attention, les gens vont dire c'est une légende, il y a beaucoup de légendes, d'accord. Il disait que les chevaliers français qui étaient désespérés, qu'elle leur a redonné l'envie de se battre. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, attention, je te dis bien, au-delà de archétype, un archétype. C'est l'archétype, mais je vais donner un exemple, elle arrivait sur les Anglais, alors c'était une femme, ils avaient peur, parce qu'ils disaient, mais c'est pas possible, je veux dire, elle a pas peur. D'où vient cette... moi, je te dis, je suis dans cette position, mais en puissance 10. En puissance, on ne peut pas quantifier, c'est une formule. C'est-à-dire que quand tu attaques la notion de croyance, le mot croyance, que tu crois au cri en Dieu ou que tu n'y crois pas, c'est-à-dire que quand tu es athée, tu restes un croyant. C'est-à-dire qu'un athée ne peut démontrer sa conviction. Un croyant en Dieu, par définition, ne peut démontrer sa conviction. Moi, je suis pas un croyant, je suis un sachant. C'est-à-dire que je peux te dire que les intuitions chrétiennes, que tout se démontre. Quelquefois, je dis dans une boutade, le christianisme, c'est des mathématiques. Et je connais mon père, si tu veux, même si on m'appelle de manière relative le père au XXe siècle. Déjà, des gens qui ont compris m'appellent comme ça. Il y a mon roi, peu importe, ou mon Christ. Mais donc, je peux te dire que les Bill Gates, les Jacques Attali, les Schwab, tout ce que toute la clique, ils s'attaquent à un adversaire qui est amour. Moi, tu peux, quand je te jure, quand tu sens son amour, c'est incroyable. Mais qui est à la fois amour humain, mais dont la puissance, c'est comme si tu comparais, je te dis, une mouche avec la force d'une mouche avec celle d'une bombe atomique. C'est-à-dire que, je veux dire, c'est une métaphore. Mais Dieu qui crée le programme, j'ai envie de dire, d'un claquement de doigts. Sur l'interrupteur et il est à tout. Il n'y a plus d'armée américaine. C'est comme moi. Et justement, c'est ça que je veux vous dire. Donc, je vous donne aussi rendez-vous. Oui, mais non, plus que la foi, le savoir. Ayez confiance en moi, je vous le dis. La victoire, elle est proche. Et le millénium, il arrive, voilà. Un tout grand merci, Pierre, pour ton témoignage. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui te remercie. Voilà, merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Puis on se tient au courant. Voilà. Voilà. Un tout grand merci. Tu vas m'envoyer après la vidéo. Exactement. Ça va? Peut-être un peu retravaillé, je ne sais pas. Je te fais confiance. C'est naturel.
complètement Oui, naturel. t'inquiète pas, non, non, mais Dieu est On derrière, n'atteint il sera pas avec toi aussi. à l'intégrité ni au discours de qui que ce Ah non, soit. non, non, mais t'inquiète pas, tu pourras pas. Ça va? Il guidera ton action. Voilà. Exactement. Voilà, un tout grand merci Pierre. Voilà. Merci beaucoup. Allez, je te Merci. remercie, hein, beaucoup. Voilà, tout grand merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager si ça a été important pour vous, si ça a été un message qui vous a donné de l'espoir. Ben voilà, n'hésitez pas à partager l'information. Alors, si vous avez d'autres idées ou thèmes d'émissions, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez bien où vous pouvez nous trouver. Donc là, on a l'adresse reportercitoyenbelge.proton.me. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.reportercitoyen.be. Nous sommes évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'information. Et alors, nous avons besoin de votre soutien, vous le savez. On n'aime pas du tout de mendier, mais c'est parfois nécessaire, puisqu'à l'heure actuelle, on a encore besoin de matériel pour pouvoir faire tourner la machine. Donc, nous comptons sur votre soutien et vos partages. Merci beaucoup.